alcool au-dessus. Parce que s'il y a des personnes qui ont justement ce genre de soucis et qui peuvent être grave mal à l'aise d'en parler, bah, autant qu'elles le sachent pour partir. On avait fait des live lectures aussi sur l'anorexie. Et du coup, sur l'anorexie, c'est pareil. Il y a plein de personnes anorexiques ou en tout cas des troubles du comportement alimentaire qui étaient venues témoigner. Il y en a plein d'autres qui m'ont dit je peux pas rester, c'est trop dur pour moi, quoi. Donc ça dépend vraiment. Ne vous forcez pas à regarder si ça vous met mal. Après, je pense pas qu'on va parler de trucs trop hardcore. Mais on va au moins juste parler de consommation d'alcool et tout ça. On va peut-être pas tomber non plus dans des trucs très difficiles. Mais je peux pas non plus tout anticiper. Donc voilà. J'aurais bien aimé être alcoolo, je pense pas. En vrai, je pense pas. Même pour la blague, je pense pas que t'aies envie de l'être, honnêtement. Pour avoir des proches qui sont touchés par ça, c'est non. Il faudra plus que je boive de règles pour les points règles. Non, en fait, c'est juste faire attention, quoi. Faire attention à avoir des... À pas que ça soit le truc obligatoire systématiquement que d'avoir un verre d'alcool à la main quand on est en soirée, par exemple. Quand les gens se foutent de ta gueule quand tu bois pas un verre, bah... Ça banalise quand même le fait que pour être cool, il faut boire. Et parfois, en fait, si tu le sens pas, bah non, tu le sens pas. Donc, ouais. J'ai l'impression, en France, on a tous un proche alcoolique ou à minima avec un problème d'alcool. Et pourtant, ça reste normal de ouf. Alors oui, en France, il y a une grosse culture de l'alcool, mais même qui est valorisée, notamment avec tous les vins et les trucs comme ça. Mais en vrai, même à l'extérieur... Dans d'autres pays, moi j'ai vu aussi des problèmes avec l'alcool qui sont quand même très grands. Enfin tu sais, on parle souvent de la Russie avec des gens qui se noient l'été parce qu'ils se baignent dans des fontaines, parce qu'il fait trop chaud et tout ça, donc problème de consommation d'alcool. L'Angleterre avec les pubs, enfin laisse tomber, il y a aussi des gros problèmes. Et puis moi j'ai vécu au Canada, et honnêtement, même s'il n'y a pas la culture de l'apéro là-bas, il y a quand même un gros truc avec la consommation d'alcool. Et pareil, c'est souvent des blagues que de dire que les gens dans les villages un peu reculés sont tous alcoolos, alors qu'en vrai, les jeunes en ville se mettent des murges aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que globalement, la question de l'alcool, c'est pas forcément un sujet qui est traité en règle générale. J'ai un ami qui est SDF, je l'héberge souvent, il est tombé dans l'alcool pour noyer sa peine. C'est vraiment très compliqué et difficile à gérer. Bah, le plus difficile à gérer, c'est aussi quand t'as pas de domicile et que tu dois faire la manche ou des trucs comme ça, les gens qui font oui, et du coup, je te donne de l'argent, achète pas de l'alcool avec ça. Bon, bah, dans ce cas-là, demande-lui ce que tu peux lui acheter, mais essaye d'éviter de dire ça à quelqu'un, quoi, qui est déjà à la rue et c'est déjà compliqué. Enfin, merci, quoi. Au secours. Il y a déjà l'État qui fait ce contrôle-là sur les gens, merci de pas le faire individuellement, quoi. Ce contrôle. Quand j'étais en Allemagne, j'ai vu des dingueries avec l'alcool. Les gens bourrés dans les rues et tout. Bah ouais, bien sûr. Tu sais, les rues... comment on appelle ça? La rue des bars. Et ce truc-là, ça c'est un truc qui existe dans toutes les grandes villes, en vrai. J'ai l'impression, au monde, j'en sais rien, en vrai. Mais en Europe, en tout cas, c'est un truc qui est très courant. En Amérique du Nord aussi. Le reste, je connais pas. Oui, en fait, par contre, c'est vrai que chaque pays a sa culture, sa manière de boire, son alcool, etc., quoi. L'alcoolisme, c'est une volonté, on n'en sort pas... C'est une maladie, pardon, on n'en sort pas avec la simple volonté. Non, bien sûr. Non, bien sûr. C'est une addiction, en fait, c'est très compliqué. Le Canada, j'y suis allée une semaine, toutes les nuits, on allait de campement en campement, notre mug d'alcool à la main. Ouais, puis beaucoup de consommation de drogue aussi à Montréal. Bon, ça, c'est un peu partout et ça dépend de... T'as plein de milieux différents, en fait. En fonction des milieux dans lesquels tu es, tu vas pas avoir le même alcool de consommer, tout comme les pays, quoi. Et tu vas pas avoir les mêmes drogues qui vont être consommées ou des trucs comme ça. La consommation d'alcool, c'est un rite culturel qui est normalisé et encouragé. De ouf. Salut Clip. La rue de la soif. Merci, c'est ça. Merci. La rue de la soif, c'est ça le nom. Mon pote était alcoolique, c'est la seule fois où je me suis aperçue que je pouvais pas aider quelqu'un. Ouais, bah, quand on en parlait dans le live avec Draconnier et KO, moi, je pensais à ça, hein, je pensais à l'alcoolisme. Le fait de voir quelqu'un qui va pas bien, où tu sais qu'il y a un problème d'addiction et tout, mais juste... si la personne n'en a pas conscience elle-même, t'as beau lui dire, c'est super dur de pouvoir avoir un suivi en fait médical parce que la personne est dans le déni aussi de ce qui est en train de lui arriver et c'est très très compliqué à gérer parce que du coup en tant que proche, bah t'as tes limites et là, c'est une des limites, tu vois. Tu peux essayer d'accompagner, mais tu peux pas forcer quelqu'un à avoir un suivi, surtout que c'est hyper stigmatisant en fait. C'est-à-dire que la consommation d'alcool c'est bien vu, c'est cool de boire un verre en soirée et tout, mais si t'as le stigmate, c'est-à-dire l'étiquette alcoolique, là t'es le paria quoi. Genre dans le monde du travail, tu vas pas être perçu comme quelqu'un de... comment on dit? De responsable, auquel on peut avoir confiance, etc. Tu vois, dans le monde du travail. Tes proches, ils vont s'inquiéter. Voilà, fiable, c'est ça.
Dans le monde du travail, c'est ça. Avec tes proches, tu as ce côté un peu où il faut te surveiller et il est pas sérieux, je m'inquiète pour lui. Enfin, tu sais, ça peut te mettre une pression. En fait, qu'importe les milieux dans lesquels tu es, tu vas avoir cette étiquette alcoolique. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont des troubles d'addiction, enfin des problèmes d'addiction et tout ça, et qui, du coup, ont très très peur d'être perçus comme alcooliques et du coup se refusent aussi d'avoir un suivi parce que s'ils ont un suivi, ça veut dire que ça y est, là, ils rentrent dans la case alcoolique, quoi. Donc je pense qu'il y a plus de gens qu'on le croit qui ont des soucis d'addiction avec l'alcool, mais qui n'ont pas de suivi. Premier cours de sociaux du travail, le prof sort le manuel indocile. Ah, incroyable. Salut Kistoriadis. Non mais par contre, Earlyke, en vrai, ça me met mal à l'aise ce que tu dis dans le chat. Donc, sur l'alcool et tout, donc... J'avoue que tu reviendras dans 10 minutes. Si tu te calmes avec tes commentaires, parce que ça me met mal à l'aise de ouf, en fait. C'est pas un sujet qui me fait rire, en fait, l'alcoolisme, donc voilà. Des fois, on peut faire 2-3 blagues pour désamorcer et tout, mais là, ça me met vraiment mal à l'aise. La non-consommation d'alcool, c'est super mal vu, le nombre de fois où on m'a moqué parce que je voulais juste un jus de fraise. Ah oui, puis c'est ce que dit aussi 13-12. En fonction de ce à quoi tu ressembles physiquement, on va te dire « Ah, mais du coup, t'es musulmane ?» Voilà, genre... Le truc de si tu bois pas d'alcool et que t'es pas blanc, forcément c'est que tu dois être musulman et que du coup tu dois être intégriste ou quoi. Enfin bref, laisse tomber quoi, c'est compliqué. Salut Chouk Chouk, bienvenue à toi, courage à toi. J'espère que ça se passera bien. Bah ouais, non mais en fait c'est vrai que ce truc de bah il suffit d'arrêter de boire ou il suffit de je peux ne pas boire si je veux. C'est un peu un leurre, malheureusement. Ah, j'ai aussi le EU, t'es enceinte. Oui, quand t'es une meuf, c'est le passage obligé. Quand tu bois pas d'alcool, c'est genre, ah, t'es enceinte? Salut, June. Mais c'est un peu moins discriminant. Tu dis non, voilà, quoi. Mais bon. Ma coloc était alcoolique en Allemagne. Je l'ai ramassé plein de fois. Notre voisin du dessus était aussi alcoolique. Il s'est pété la gueule plus d'une fois dans les escaliers. On l'a ramené chez lui. Le vomi est nettoyé et tout. Ouais, c'est horrible. Quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Oh là là, le trigger warning de partout. Je finis de lire le message de The Drill. Quelques mois après mon retour en France, j'ai appris qu'il était décédé. Ça m'a mis un coup. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Merci Asmatak. Merci beaucoup Asmatak pour les 15 mois de soutien. Merci. Mais ah ouais, mais en fait, là, c'est vraiment qu'est-ce que tu peux faire, quoi. On peut essayer d'accompagner, d'aider et tout, mais c'est compliqué. Je blacklist désormais les bars où les serveurs me font des réflexions quand je commande des softs. Non mais tu déconnes. Mais moi il y a un bar que j'adore où je trouve les gens super sympas. Donc je me dis que la serveuse était peut-être pas en forme à ce moment-là ou quoi. Mais donc j'étais dans le bar, il était 15h. Et donc je prends pas d'alcool quoi. Je prends un truc sans alcool. Et c'était genre... encore des gens qui boivent pas tu vois. Et là pareil, ce week-end il y a quelqu'un qui a fait pareil. Mais genre j'avais oublié que les geeks ça buvait pas d'alcool, super, on va pas vendre de bière, merci quoi. Et j'étais là genre, à l'aide. Mais il fait ça devant toi. Donc je me dis, bon, il discutait avec son pote, donc ça va. Mais le truc c'est que, et pareil, il était genre 15h encore, hein. 14h, 15h. Et le truc c'est qu'en fait il l'a refait juste à côté. Il y a une meuf qui arrive, il fait, pour toi c'est une bière? Bah du coup elle va forcément te dire oui en fait. Elle va forcément te dire oui. Les geeks ils boivent pas, bah oui parce que les geeks c'est pas des vrais hommes, tu vois. Genre... il y a les vrais hommes à la dure, tu vois, qui boivent de l'alcool. Les geeks, c'est non. Non, mais laisse tomber. Ah là là. Fils de 2 parents alcooliques, j'ai toujours eu l'impression d'être dans un autre monde quand je suis rentrée dans le monde étudiant et où la prise d'alcool est très valorisée. Bah ouais, ça devient stigmatisant quand t'es considéré comme alcoolique. Tant que tu n'es pas perçu comme alcoolique, juste de boire en groupe et entre étudiants, c'est hyper bien vu notamment. Si on boit pas d'alcool, il faut toujours se justifier. Ouais, clairement. Clairement. J'ai un ami qui a jamais bu d'alcool, zéro, et pratiquement à chaque soirée, quelqu'un lui fait la réflexion du style « Ah, c'est marrant ». Bon, après, une réflexion du style « Ah, c'est marrant, ça va ». Mais quand ça devient de « Tu sais pas t'amuser, t'es sûr ?» et qu'on te met le verre à la main ou des trucs comme ça, laisse tomber. La marginalisation et l'étiquette dépend quand même de la consommation ou du rapport aux drogues. Il y a des bourgeois alcooliques qui sont bons vivants, et des gens identifiés comme alcooliques juste parce qu'ils sont déjà marginalisés. Ouais, complètement. Tout à fait. Tout à fait. Vu le tarif des jus de fruits dans les bars, tu vas pas me faire croire qu'ils font moins de marge sur les softs sur l'alcool. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Je vous jure, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc samedi, il se passe ça.
Le barman fait cette remarque en mode on va pas vendre de bière, j'avais oublié les geeks, ça boit pas, tu vois. Et moi je me dis, je retourne à la table et je dis aux autres, mais je suis désolée sur l'alcool, genre ça leur coûte rien la bière, d'accord, ils se font une marge de ouf sur la bière, mais les jus, genre ils les vendent tellement cher, tous les softs, tous les jus ils les vendent tellement cher. Tu vas pas me faire croire que l'énorme tonneau là de jus d'orange Carrefour absolument immonde qu'ils nous mettent là, ça leur coûte cher quoi. Oh là là. Les femmes alcooliques bourgeoises, Desperate Housewives, etc. Elles prennent cher niveau symbolique. Ouais, bien sûr. Mais ça, elles font du bore-out aussi. Quand c'est l'inverse du burn-out, quand t'as des troubles qui viennent. Et mentalement, c'est très difficile à vivre quand tu t'ennuies en fait. Parce que justement, t'es piégé dans cette routine. Et ça peut arriver aussi au travail. Hein. Mais oui, chez ces femmes bourgeoises, on va dire, là on a vraiment l'idée de la meuf américaine qui vit dans la banlieue riche et qui doit s'occuper de ses enfants et tout ça, et qui tombe dans l'alcoolisme, oui. C'est hyper stigmatisant en général. Les cafés, oui, par exemple, c'est vrai. Les cafés. Elles ne tiennent pas le rang, c'est ça. Salut Spock, no pleurs. Mon copain ne buvait pas d'alcool lorsque la commande arrivait, systématiquement c'était à moi que l'on donnait le coca et lui la bière. Les serveurs avaient ce réflexe, alcool égale pour homme. Ouais, ça m'est déjà arrivé ça aussi. Ça m'est déjà arrivé. On peut dire le sur-ennui en français. Bah je sais pas parce que le contexte... Tu vois par exemple le burn-out, c'est pas quelque chose qui est traduit en français. Donc je sais pas comment... Enfin c'est un concept en fait. Donc c'est pas vraiment traduisible. Donc le burn-out non plus, je sais pas trop. J'ai eu le burn-out et le burn-out, aucun des deux n'est cool. Non mais c'est clair. C'est clair. La dernière vague dans les concerts, je vois tellement de cas désespérés, j'ai jamais vu autant de gens qui étaient dans un état de fou. Ah bah en fait le problème c'est qu'avec la crise sanitaire, y a plein de gens qui se sont retrouvés aussi en situation de manque, des gens qui sortaient beaucoup et qui du coup se retrouvent isolés et tout ça. Et donc ça a posé pas mal de questions sur tout ce qui est santé mentale et addiction aussi, toute cette période-là. Ou du coup on s'est retrouvé à boire seul et se rendre compte que là peut-être on a un problème. Alors qu'en vrai quand tu sors tous les soirs du travail et que tu fais des after-work avec tes collègues et que tu bois un verre tous les soirs, il y a aussi un souci en fait. Ennui chronique, je sais pas trop. Je sais pas parce que c'est pas chronique. Je sais pas. Crise peut-être. Je sais pas. Dans tous les cas, peut-être que les Québécois ont traduit, oui. Ouais, les after-work tous les soirs en sortant du travail, en vrai... Mais c'est comme les étudiants, tu vois. Les étudiants qui sortent tous les soirs après les cours et qui vont boire des verres et tout, tu vois, ça peut créer des habitudes. Je suis devenue alcoolo pendant le premier confinement. Ouais, mais il y a beaucoup de gens. En vrai, t'es pas le seul. Il y a vraiment beaucoup de gens pour qui ça a été très dur. Mais le premier confinement était tellement... la vie, c'était tellement serré, quoi, que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plein de problèmes, quoi. En fait, le problème... c'est qu'il y avait déjà des problèmes qui étaient là, globalement en termes de société, pas individuellement, hein, mais genre il y avait vraiment déjà des problèmes et des dysfonctionnements dans nos modes de fonctionnement en tant que groupe, société, groupe social et tout ça, et ça a été amplifié fois 1000 avec la crise sanitaire et le fait que certaines personnes se retrouvent isolées, et celles qui étaient déjà fragilisées se retrouvaient encore plus fragilisées, etc. quoi. À l'étranger, par exemple en Allemagne, des plats sont généralement trop salés exprès pour pousser les clients des restaurants à consommer des boissons alcoolisées. Ou non, beaucoup trop cher par rapport à la France. Ah ouais. Oui, c'est vrai que les chips, par exemple, ça donne soif. Ce genre de truc. Les pots pour un oui, pour un non. C'est vrai. Les pots, ça arrive. Y'a pot. Ça, mon premier taf, c'était ça. Y'a pot. Ah là là. Et ça se bourre la gueule au travail, là, sur la pause du midi. En première année de médecine, j'avais un ami qui faisait des crises de manque d'alcool. Il avait arrêté de boire... alors qu'au lycée, c'était tous les jours. Ah ouais. C'est un danger de santé pour les personnes qui ont des soucis cardiaques. Le sel? Ouais. Ah ouais, non mais... c'est inquiétant. Hein. Je savais pas du tout ça. Enfin, je savais que les chips, par exemple, te donnaient soif, quoi. Et te donnaient faim. Et que le sel, c'est un espèce de truc pour te pousser à... Mais c'est vrai que j'avais pas pensé que tu pouvais sursaler les plats aussi. On va commencer la lecture si ça vous va. Hop là. Alors. Mais ça nous a fait une petite intro en vrai. C'est bien de discuter avec vous. Je continuerai à discuter avec vous, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup.
juste pour le récap de ce qui a été dit la dernière fois, vous avez pas besoin en fait d'avoir été là au précédent live lecture pour comprendre ce qui se passe, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous fais quand même un bref récapitulatif pour que ça soit dans votre tête quoi. On avait déjà commencé un peu le chapitre et on avait eu des petits tableaux et des petites statistiques sur la consommation d'alcool. Et du coup, en fait, il y avait un retour historique sur la consommation d'alcool. Et donc, boire de l'alcool, c'est la manière dont c'est perçu socialement. Ça dépend des époques et ça dépend des cultures, des groupes sociaux, etc. Mais traditionnellement, le fait de boire de l'alcool, c'est quelque chose qui est vu positivement pour les hommes, en mode, c'est un truc de bonhomme de savoir tenir l'alcool, vous voyez? Genre, un homme qui va vomir, faire un blackout et tout, qui gère pas sa consommation d'alcool, ça va être en mode, oula, il sait pas gérer. Mais vous savez, c'est un truc de bonhomme que de montrer qu'on boit de l'alcool, mais qu'on tient l'alcool. Et ça, c'est un truc qui est hyper valorisé socialement, même encore aujourd'hui. Là, elle parlait, la chercheuse, elle parlait de textes qui étaient à la fin du 18e, début 19e et tout ça. Les valeurs masculines et féminines traditionnelles semblent se cristalliser autour de la consommation d'alcool à la fin du 19e siècle. Donc c'est fin 19e siècle qu'il y a cette dimension genrée de la consommation d'alcool, avec le fait que les femmes se mettent à boire, mais elles doivent boire un peu, quoi, tu vois. Genre, elles doivent boire pour faire partie du groupe, mais elles doivent surveiller les consommations d'alcool des hommes, et elles doivent gérer du coup les consommations d'alcool des hommes. Donc en fait, je vous montre juste le rôle féminin traditionnel. Donc une femme serait, quand elle est sobre, elle est pure et honorable, tu vois. Il y a ce côté de, si tu bois beaucoup d'alcool alors que t'es une femme, t'es lubrique et genre t'es une salope, en gros. Hein, voilà, c'est ça. C'est déjà ça, fin 19e siècle. Les hommes, eux, s'ils boivent pas d'alcool, c'est que c'est pas des vrais mecs, donc ils sont faibles, impuissants et tout ça. Alors que les hommes qui boivent de l'alcool et qui savent le tenir, ils sont robustes et virils. On me répétait tout le temps, vomir c'est tricher quand j'étais étudiant. Ouais, bah voilà, typiquement. Typiquement. Des scientifiques, il y a une vingtaine d'années, ont mis en évidence qu'il existait un marqueur pour l'alcoolisme. On est avec le risque d'accoutumance ou pas, une espèce de loterie. Mais il y a pareil avec la cigarette et tout ça. Il y a des gens pour qui l'addiction, c'est quelque chose qui arrive moins facilement, quoi. On est avec le risque d'accoutumance ou pas, une espèce de loterie. Du coup, on n'a pas forcément besoin de boire beaucoup pour devenir alcoolique. Ouais, bien sûr. On peut boire pas mal sans le devenir pour autant. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Bien sûr. Oui, il y a aussi le manger c'est tricher, boire de l'eau ça fait rouiller, vomir c'est tricher, tout ça, ouais. C'est vrai. Vomir c'est tenir, manger c'est tricher. Ah vous c'était ça le dicton? D'accord. D'accord, d'accord. Je vais monter la musique. Ah, manger c'est tricher, vomir c'est repartir, dormir c'est mourir. Ouah, j'avais jamais entendu ça. Manger c'est tricher, je l'avais entendu. Manger c'est tricher, vomir c'est repartir, dormir c'est mourir. L'angoisse. Ouais, les filles qui tiennent l'alcool sont aussi vues comme des bonhommes. Bon alors, du coup en fait c'est ça. T'as le fin du 19e siècle où les femmes, elles sont censées être sobres ou boire un peu, mais voilà, elles sont pas censées se mettre des murges. Et t'as aujourd'hui, où en fait, ce qu'explique l'auteur, c'est que, la chercheuse, c'est que, en fait, les femmes qui consomment de l'alcool, ça va être bien vu si elles ont un niveau social élevé. Genre, si elles sont cadres, si elles sont dans des professions, tu vois, avec un haut niveau d'études et haut niveau de revenus. Parce qu'en fait, ça va être vu comme... Donc du coup, par exemple, les étudiantes, hein, typiquement, elles sont dans cette phase de « je vais vers un niveau social supérieur ». Mais en gros, si ces femmes-là, imaginez, genre juste la mère de foyer avec ses enfants qui boit. Ça, c'est genre mal vu de ouf. Hein. C'est genre, c'est sûr, elle est alcoolique, c'est dangereux, gna gna. Alors que la meuf qui est une patronne d'une entreprise, cadre sup, juge d'instruction ou des trucs comme ça, vous voyez, genre des métiers qui sont valorisés et du coup qui a un prestige, si cette femme-là, elle boit, ça va être en soirée ou quoi, ça va être vu comme quelque chose de... elle est émancipée en fait, elle est autonome. Donc du coup, il y a un facteur de classe en mode, si vous êtes une femme des milieux sociaux aisés, vous avez le droit de boire de l'alcool et c'est quelque chose qui va même être valorisé. Si vous buvez pas, c'est sûrement parce que vous êtes sous le joug de votre mari quand vous rentrez le soir qui va pas bien le voir, tu vois.
Alors que justement, il y a une idée de émancipation. Non, on parle que de la France. On parle que de la France, ouais. Bien sûr. À l'étranger, ça peut être ailleurs. Du coup, il y a cette idée de... C'est un côté, en fait, émancipateur pour les femmes que de boire de l'alcool quand elles sont dans des milieux sociaux plus aisés. Collège-lycée, c'était déjà ça. Oui, il y a aussi ça. J'ai pas bu d'alcool jusqu'à mes 18 ans, puis études sup. Pression sociale, je m'y suis mis. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Et donc, il y a ce côté aussi, les filles qui tiennent l'alcool sont vues comme des bonhommes. Il y a Samy qui disait ça. Ouais, il y a ce côté-là aussi quand on est une femme. Donc ça, c'est pareil, le livre en parlait. Quand on est une femme et qu'on bosse dans un milieu qui est perçu comme masculin, où on est entouré de beaucoup d'hommes, pour s'intégrer, on va boire de l'alcool avec eux, et du coup, ça va, espèce d'avoir de validation du groupe. Genre, et aussi, en général, on peut tracher les autres femmes en mode, ouais, bah, moi, je suis pas comme elle, voilà. Voilà. Adoux, je comprends pas la moitié de ce que tu racontes, mais fais gaffe parce que je pense que t'es pas hyper dans ce qu'on est en train de dire. L'alcoolisme chez les avocats et magistrats. Bah en fait, c'est en gros, c'est un truc qui est présent dans ce type de profession, en tout cas, chez les femmes. C'est ce que disait le bouquin. Du coup, après, alcool et rapports sociaux de sexe. On en était rendu là. La question de la consommation de psychotropes semble indissociable des rapports sociaux de sexe. Donc des rapports hommes-femmes en l'occurrence. C'est ça que ça veut dire. Hein. D'une part parce que les rapports sociaux de sexe modèlent les croyances et les comportements de consommation des hommes et de consommation des femmes. Le fait que les rapports hommes-femmes, en fonction de comment est-ce qu'on les perçoit, on va imaginer ça c'est un truc de mec, ça c'est un truc de femme. C'est dans le titre du stream, on est en train de parler de la consommation d'alcool en fonction des hommes. Et de si on est un homme ou si on est une femme. Je suis une femme de 30 ans, 4 sup. Cette année, j'ai eu un problème de foie pas lié à l'alcool. Depuis, j'ai décidé de ne plus boire du tout. Ça m'a énormément soulagée de pouvoir avancer une raison de santé incontestable pour justifier ma non-consommation. Ouais, du coup, ça t'enlève une pression, quoi. Parce que sinon, tu passes pour la chieuse, etc., quoi. Grave. Les modèles de consommation des femmes peuvent être le lieu d'une critique de ces rapports et de la domination masculine. Donc, de manière récurrente, la question des consommations féminines d'alcool et de psychotropes sont posées aux périodes où les rapports hommes-femmes se transformaient. Anne Coppel, donc une autre chercheuse, nous décrit la figure de la morphinée, donc une femme qui prend la morphine, comme le reflet de l'incapacité à satisfaire une demande d'autonomie des femmes. Et la figure de la garçonne, qui au contraire revendique une égalité entre les sexes en utilisant des psychotropes comme un outil d'émancipation. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de les femmes qui passent pour des bonhommes en utilisant de l'alcool, mais du coup qui se mettent au niveau des hommes qui est considéré comme un truc supérieur, quoi. Elles tiennent l'alcool comme des hommes, bon bah c'est bon, elles peuvent faire des jobs difficiles, elles tiennent le coup, etc. Il y avait ça pour la cigarette, il y a des producteurs de tabac qui avaient fait des pubs de femmes émancipées en copiant les suffragettes pour que la cigarette soit associée à la liberté chez les femmes. Exactement. Mais ça on appelle ça le pinkwashing et tous ces trucs-là. On capitalise sur le fait de regarder ces émancipateurs pour juste s'ouvrir à un nouveau marché. C'est vraiment juste des questions financières pour faire de la thune, en fait. Hein. Émanciper les femmes, ils en avaient rien à foutre. Le but, c'était de vendre plus de clopes. Tu bois un coup entre chaque page. Non, j'en suis pas rendu là. J'en suis pas rendu là. Je connaissais quelqu'un, ses parents ne voulaient pas qu'il boive jusqu'à ses 18 ans. Résultat, quand il est devenu majeur, il est devenu intenable et complètement déchiré plusieurs fois par semaine. Oui, alors j'en ai parlé avec une amie qui est américaine et qui vient du Texas. Et donc vous savez, aux États-Unis, vous avez tout ce truc de les 21 ans et tout ça. Et donc en gros, t'as pas le droit de consommer de l'alcool dans les bars jusqu'à tant que t'as pas 21 ans et tout. Et elle me disait qu'en fait, c'était très compliqué parce que c'était vraiment un sujet que les familles traditionnelles aux États-Unis étaient en mode non, pas d'alcool, pas d'alcool. Et du coup, en fait, soit les enfants boivent en douce, soit justement, ils ont un cadre qui est trop serré. Et dès qu'ils ont 21 ans, ils se mettent des murges. Et du coup, il n'y a aucune gestion, quoi. C'est genre, le fait que ça soit entièrement interdit crée plus de problèmes. Dans le sens où, dès que l'interdit est levé, les gens ont attendu ça tellement longtemps qu'ils se mettent encore plus en danger au moment où ils ont le droit. Et du coup, elle me disait que c'était un gros problème de santé publique au Texas et qu'ils savaient pas forcément comment gérer ça, quoi. Donc le problème, c'est que comme c'est pas géré par l'État, et ben c'est aux parents individuellement d'essayer de gérer ça. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit sur ces bleds. Elle vient des bleds de campagne au Texas. Salut Dadou. Et c'est un sujet récurrent apparemment dans leur discussion.
Pendant mon adolescence, j'encadrais souvent des plus jeunes, du coup je voulais pas boire d'alcool pour être exemplaire. J'ai bientôt 40 ans, j'ai jamais bu. J'ai eu toutes les remarques possibles. Bah ouais. En France, on apprend à boire en famille avec des amis, activités plus tôt. Oui, alors après, c'est encore un autre problème, c'est que du coup, si tu apprends à boire très tôt en mode « Oh, il prend un petit verre, il a l'âge quand t'as 14 ans au repas de famille, au mariage, il y a des bails comme ça. » Bah en fait, le problème, c'est que ça crée une accoutumance, quoi, aussi à l'alcool. Donc, je dis pas qu'il y a une bonne solution, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a des choses qui marchent pas, quoi. Genre le fait d'être un interdit strict, ça marche pas. Bon, le fait de proposer, parce qu'on force un peu la main aux jeunes garçons de boire de l'alcool en mode ouais t'inquiète, là c'est ton anniversaire, t'as le droit alors que t'as 13 ans, bon ça c'est peut-être abusé aussi. Hein. C'est très compliqué. Alors en fait le problème principal pour moi c'est qu'on n'en parle pas. Genre on te propose de l'alcool mais on n'en parle pas en fait. On parle pas de ce que c'est, de l'impact que ça peut avoir. Enfin si, merci, t'as au collège et au lycée t'as les trucs, les spots de prévention de la sécurité routière, super. En mode, regarde, tu vas mourir si tu bois au volant. Mais bon, à part ça, qui est pas super bien fait, on a rien. On a rien. Oui, oui, c'est de la banalisation, pardon, c'est vrai, t'as raison. C'est de la banalisation, on banalise le fait que ce soit ok de boire de l'alcool. C'est pas de l'accoutumance dans le sens où... c'est encore autre chose, ouais. Les jeunes mecs qui poussent les meufs à boire en soirée pour essayer de les pécho, on connaît aussi, bien sûr. Non mais il y a plein de soucis. Et en fait le problème pour moi c'est juste que c'est pas un sujet dans lequel on discute. Genre c'est juste normal de boire de l'alcool. Voilà, ça fait partie des dynamiques de groupe et c'est tout. En fait on n'en parle pas, il n'y a pas d'explication, rien. J'ai bientôt 30 ans, jamais bu d'alcool. Au début on me forçait pas mal. Maintenant j'ai un entourage presque sans alcool. Ouais je vois ce que tu veux dire. Mais après t'as un cap dans ta vie où quand t'es plus autonome c'est plus facile de pouvoir dire non et tout. Mais ça dépend des cadres de travail, il y a des cadres de travail où c'est pas possible. Si tu vas pas aux afterwork et si tu vois pas d'alcool aux afterwork, t'es pas inclus dans les groupes en fait. Ouais les trucs sur la sécurité routière ça dépend de par qui c'est fait. Mais c'est vrai que souvent c'est pas incroyable. Je continue. Donc la figure de la femme garçonne, au contraire, revendique une égalité entre les sexes en utilisant des psychotropes comme un outil d'émancipation. L'équipe de recherche de Toulouse appréhende les alcoolismes féminins à travers des conflits de rôle. Dans sa dimension de processus d'autonomisation des femmes, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont analysé, et dans l'intensité investie dans cet engagement. Les grandes transformations qui interviennent dans les identités de genre touchent ainsi différemment l'ensemble des femmes, en fonction de leur capacité à y faire face. Ça dépend en partie de leur âge, de leur niveau de diplôme et de leur lieu d'habitat, de leur profession et des relations qu'elles entretiennent avec leur entourage proche. Les transformations liées à la modernité ne touchent pas seulement les femmes, elles touchent aussi les hommes. Sitzel Eriksen nous fournit à nouveau une répartition des valeurs accordées au boire selon les genres à la fin du XXe siècle. Donc à la fin du XXe siècle, les hommes qui arrivent à maîtriser leur consommation d'alcool, ils sont maîtres d'eux-mêmes et ils ont une forte conscience professionnelle. Les mecs qui sont alcooliques, ils sont mous, impuissants. Les femmes sobres, ça serait un esprit de sacrifice pour la famille, elles seraient trop dévolues, elles seraient trop dans un esprit traditionnel, alors que les femmes qui s'alcoolisent, elles seraient indépendantes, assurées, et elles auraient confiance en elles. Voilà, donc ça serait fin du XXe siècle, donc début des années 2000... fin des années 90. Passé un certain âge, quand tu bois pas, je pense que les gens se disent parfois ça doit être quelqu'un qui essaie de s'en sortir, du coup ils insistent pas trop. C'est vrai peut-être. Peut-être. Ou alors t'as des groupes d'amis qui sont les mêmes et ils sont habitués quoi. Vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Merci Ploxy pour les 9 mois de soutien. J'ai pris une mûre, j'avais 18 ans, un peu par pression, j'ai vomi, bah plus jamais ça. Salut Ploxy, merci pour les 9 mois de soutien. Merci beaucoup. J'ai bu assez jeune au repas, champagne surtout, et justement ces personnes m'ont appris que ces boissons doivent être consommées intelligemment, donc je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Le champagne, je trouve ça hyper traître. Hein. Après oui, si tes parents sont en mode, ils t'ont fait boire du champagne, ils étaient en mode, fais attention, tu dois pas en consommer beaucoup. Enfin bon, après, t'as des choses qui sont assez ridicules, de dire, parce que c'est un enfant et t'as 14 ans, on boit un repas de famille, on te file du champagne. Le champagne c'est le pire truc, hein, avec les bulles, ça monte à la tête, t'es torché, enfin bon ok. Et donc, bref. Donc du coup... Si les gens te disent fais attention, n'en consomme pas trop, ça peut être dangereux, ils te disent ça. Et après tu vois au mariage tout le monde torché et ça finit par montrer son cul et faire du headbang jusqu'à 3 h du matin.
Bon, j'avoue que tu te dis, ça a l'air plutôt cool de consommer de l'alcool. On me dit de pas en consommer trop, mais regarde-les en train de vomir sur le pavillon alors qu'ils ont passé une super soirée. Voilà, quoi. J'avoue que des fois, t'as quand même le contraste entre ce qui t'est dit en tant qu'enfant et ce que font les adultes que tu vis dans tes repas de famille où t'es en mode ouais bah d'accord, on me dit que c'est pas ouf, mais en même temps ils ont l'air de s'éclater avec ça, donc je sais pas, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être avec ça qu'on s'amuse. Dans ma famille c'est mais laisse ta sœur boire, elle est drôle quand elle est ivre. Ah ouais. Ça fait plusieurs années que je ne bois plus. Straight edge, beaucoup de gens pensent effectivement que je suis un alcoolique, une alcoolique repentie. Ou placer un commentaire misogyne ou transphobe. Ah ouais. L'enfer. Les gamins initiés n'ont pas le même rapport à l'alcool. J'ai découvert l'alcool à une soirée à 16 ans. J'ai fini dans la salle de bain avant minuit un soir du Nouvel An. Ouais, je sais pas. Le champagne, ça reste du vin à 13 degrés quand même. C'est pas du jus de fruits. Non, le champagne, je trouve que justement... C'est moi aussi, hein, c'est le premier truc que j'ai bu, justement, à un anniversaire. C'était mon anniversaire et tout, et on m'a dit, ah bah c'est ok, elle peut, je sais pas, j'avais 13-14 ans, enfin non, j'avais 13 ans. Et on m'a dit, ah c'est bon, c'est ok et tout ça, t'as le droit de boire un verre. Sauf que je trouve que c'est un truc qui te tape très vite la tête, quoi, le champagne. La prévention sans diabolisation, dire aux gosses qu'ils vont être alcooliques tout de suite et qu'au final, après une bière... Ils sont pas alcooliques, ça fait un décalage. Oui, non, mais bien sûr, mais tu dis pas aux gosses, tu vas boire une bière, t'es alcoolique. Enfin, personne dit ça. Personne dit ça. Mais par contre, oui, je suis d'accord que la prévention sur le cannabis dit ça. Sur l'alcool, pas tant que ça. Par contre, sur le cannabis, ils disent ça. Ils disent, ah, vous commencez avec le cannabis et puis après, vous finissez avec le crack dans une ruelle et vous allez mourir. Genre, ça, c'est clair et net que toute la prévention sur le cannabis, en tout cas de mon époque, il faisait ce truc-là. Genre, c'est la pente descendante, quoi. Tu commences, tu dis c'est cool, et puis en fait, tu enchaînes de plus en plus de drogue jusqu'à la mort. Ok. Bon, ce qui est pas du tout réaliste, ni avec les statistiques, ni juste... Enfin bon, voilà, quoi. Donc ça, encore une fois, ça dépend par qui c'est fait, comment c'est fait et tout ça. Oui, il y a des addictions qui sont aussi socialement acceptables, bien sûr. C'est un marqueur identitaire en France, oui. Au collège, on a fait un truc de théâtre sur le Moyen-Âge, on nous a filé du vin. Ah, c'est marrant ça, parce que pourtant, les acteurs, dans plein de films où ils doivent, tu sais, boire beaucoup d'alcool et tout, du whisky ou des machins comme ça, ils leur mettent des jus, en fait, ils leur mettent pas vraiment de l'alcool. Justement, pour éviter qu'ils soient torchés pendant qu'ils font leur prise et tout. Donc, bon, pour les collégiens, ils avaient peut-être pas les bails, quoi. Première cuite de Monsieur Chéri à 13 ans au camping, ils ont fait ça au rosé des barbares. Il a vomi dans sa tente, le lendemain matin, son père l'a forcé à nettoyer dans une cuvette et avec ses mains. Du coup, il est passé pas mal d'années entre sa première et sa deuxième cuite. Il s'est passé pas mal d'années. Ouais, bah là, tu m'étonnes. Ouais. Oui, c'est vrai qu'aussi dans les années 70, il y avait la propagande contre le cannabis, mais genre même juste dans les années 2010, il y avait des trucs, hein. Troisième représentation de la soirée, on était pétés. Oh là là. L'alcool, c'est un psychotrope, mais c'est vrai que c'est pas classé dans le même... C'est pas perçu comme les drogues. Comme c'est légal aussi en France, c'est vrai que l'alcool n'a pas le même statut... Enfin, c'est pas socialement accepté de la même manière. Je vais peut-être être à compte au courant, mais je trouve qu'au contraire, il y a une banalisation du cannabis aujourd'hui. Ça dépend des milieux sociaux, en vrai. C'est loin d'être la drogue la plus dure, c'est vrai, mais il y a des ravages sur un cerveau jeune, et aujourd'hui, c'est banalisé. Je vais pas te mentir, je consomme pas de drogue, hein, mais du coup, j'ai pas l'impression que ça soit... Enfin, tu peux pas dire que c'est banalisé, alors que, d'un point de vue étatique, c'est pas du tout quelque chose de valorisé. Genre, là, l'État est en mode... tu vois, genre... Les gens sont en mode, c'est ok de consommer de l'alcool, mais avec de la modération, tu vois. Alors que le cannabis, t'as Darmanin qui va te dire, tu vas décéder... Enfin, tu vois, genre... C'est pas du tout la même manière dont c'est perçu. Alors peut-être que dans tes groupes sociaux, les gens consomment du cannabis, donc t'as l'impression que c'est banalisé. Donc peut-être que dans... Mais ça, c'est sûrement vrai, hein, que dans certains milieux, c'est banalisé. Mais je trouve que quand même, globalement, si on parle de, en France, l'état actuel et comment c'est perçu par l'État et le gouvernement... bon, c'est pas du tout sur le même statut, quoi. Tu vas pas acheter ton cannabis à Auchan, quoi. Tu vas pas pouvoir aller sur tes quais avec ton joint que t'as acheté dans un vrai magasin officiel et tout ça. Ça, c'est pas... Voilà, quoi. Après, on pourrait se poser la question pour le tabac, par exemple, mais bon.
qui est aussi une addiction, hein, qui a aussi des répercussions sur la santé. Hop là. Ouais. Je veux dire, d'un point de vue institutionnel, il y a un autre point de vue. C'est ça. L'alcool, ça remonte à très loin historiquement. C'était plus sécure de boire de l'alcool que de boire de l'eau. Parce que cette dernière était pas très propre. Oui. Non mais oui, c'est ça. Il y a toute une histoire et une culture de l'alcool, quoi. Ce que dit l'État ou le gouvernement, c'est peut-être pas totalement représentatif de si le cannabis est banalisé ou pas dans la réalité. Mais bien sûr que si, parce que ça joue sur nos représentations et ce qui est considéré comme acceptable ou non, en fait. Non mais c'est du CBD, c'est encore différent, Oursine. C'est pas la même chose. Le shit et le CBD que t'as dans ton magasin de cigarettes électroniques, c'est pas la même chose. Essayez pas de m'avoir. Il y a quand même le discours que comme quoi tu consommes du cannabis, tu finances le terrorisme. Mais oui, non, ça n'a rien à voir. Enfin, en fait, le truc c'est que pensez en termes aussi de... C'est pas parce que dans les milieux que vous fréquentez, il y a une banalisation de la consommation du cannabis que c'est perçu comme ok, socialement, en règle générale, de consommer du cannabis, en fait. Genre, il y a aussi, juste en France, on est dans un régime qui est ultra centralisé, avec un gouvernement, et je vous avoue que toute la com qu'il y a autour du cannabis, aujourd'hui, vous allez dans un cinéma, vous avez une com de l'État qui dit ne consommez pas de cannabis, littéralement, quoi. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé encore hier. Tu te poses dans ta salle de ciné, tu dis non au cannabis, quoi. Genre, enfin, vous pouvez pas dire qu'il y a le même traitement de l'alcool et du cannabis aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des problèmes de consommation de cannabis et voilà, vous êtes juste en train de faire dériver le sujet. En vrai, on n'était pas en train de parler de ça. Mais parce qu'on parle de la consommation en fonction du genre. Genre, est-ce qu'on est un homme, une femme? Est-ce qu'on va consommer la même chose de la même manière? Est-ce que ça va avoir le même impact? Donc vous êtes juste en train de faire dériver le sujet. Mais en plus de ça, c'est pas perçu de la même manière, institutionnellement. Je continue, du coup. J'ai fait le petit... Ouais, la pub au ciné, ouais. C'est des spots du gouvernement, en fait. C'est des spots officiels du gouvernement. Donc, on peut observer une inversion des valeurs positives selon le genre au sujet de la consommation d'alcool depuis le 19e siècle. Hop! Ah oui, on avait parlé. Le cumul d'au moins 6 verres au cours d'une même occasion, c'est surtout... Donc si vous buvez 6 verres d'alcool pendant une même soirée, c'est surtout chez les 20-25 ans que c'est le plus important, en fait. Et donc, c'est 34% des hommes de 20-25 ans qui vont boire au moins 6 verres lors d'une même occasion, alors que chez les femmes, ça va être que 10%. En 2005, ça. Les statistiques datent de 2005. Donc vous voyez, il y a quand même ce côté... c'est quand même encore genré. Le fait d'avoir été ivre, au moins une fois dans sa vie, c'est le cas pour 70% des hommes et que 30% des femmes. Donc vous voyez, en 2005, encore une fois, ça a pu bouger depuis, mais ça vous donne un ordre d'idée. Ouais, il y a une semaine sur Twitch, il y avait une campagne de pute contre le cannabis. C'est le même spot. C'est le même spot. Salut Sparklesia, en tant que jeune bordelais d'origine, il y a tout le temps au repas des familles des injonctions pour que je boive du vin quand j'étais gosse. Chez les filles, non, j'ai dû répudier le vin. Je n'en bois pas. D'accord. Grosse différence entre hommes et femmes, ouais. Mais après, voilà, encore une fois, c'est 2005. Répartition des modes de consommation de boissons alcoolisées chez les hommes et les femmes, c'est en 2005. Donc du coup, à savoir que, comme on le disait, c'était de plus en plus banalisé pour les femmes de boire de l'alcool. C'est juste qu'avant, c'était considéré comme des mauvaises mœurs. Genre, t'étais une salope si tu buvais de l'alcool, et tu te mettais en danger, etc. C'est de ta faute si tu te fais violer. Enfin, tous ces bails horribles. Donc voilà. Donc il y a sûrement eu un rétrécissement de l'écart depuis. L'estimation du coût de la masculinité en matière de consommation d'alcool soulève un ensemble de difficultés. La limite entre alcoolisation, consommation à risque et dépendance alcoolique reste indécise, tant au niveau collectif qu'individuel. Le coût de l'alcool devrait se calculer en tenant compte des bénéfices de la production, de la commercialisation et des recettes fiscales. La mortalité évitable peut figurer dans la colonne des coûts et des recettes. Coûts en termes de perte de production, de cotisation et éventuellement de dépenses en soins. Recettes en termes de retraite non versée, de soins médicaux non prodigués. Par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Donc en gros, là, ce qu'est en train de dire la chercheuse... Merci Dany Briand pour les 5 mois de soutien. Cadeau d'argent gratuit. Merci beaucoup Dany Briand.
C'est beau, les petits primes. En fait, ce qu'est en train de dire la chercheuse, c'est essayer de réfléchir à la consommation d'alcool. Est-ce qu'on considère ça comme quelque chose qui coûte aux hommes, ou à la société en général, aux humains, quoi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique? Et donc, là, c'est... Ouais, je suis d'accord, Charles, c'est glauque, hein. Ils sont en train de dire que ça nous coûte. Parce que... bah, il y a plein de gens qui meurent à cause de l'alcoolisme. Là, on parlait de l'alcoolisme, hein. Donc, il y a des gens qui meurent à cause de la consommation d'alcool. Donc, forcément, on a moins de main-d'œuvre. Donc, ça nous coûte. Et puis, en plus, il faut les soigner quand on s'en rend compte assez tôt. Donc, ça coûte de l'argent. Par contre, recette positive, bah, les gens meurent. Donc, en général, on n'a pas besoin de verser la retraite. Donc, écoutez, c'est un coup... C'était bénéfique, finalement. Ils meurent plus vite. Moins de retraite à payer. Merci, Samax, pour le Prime. Merci beaucoup. Samax Tripou, bienvenue à toi. Police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Merci, merci. Ce sont des mauvais utilitaristes qui finissent par mettre en place ces horreurs, c'est clair. Il y a les mêmes calculs sur le tabac depuis longtemps. Merci beaucoup, Samax. Les différents calculs économiques des auteurs suggèrent malgré tout que le coût net supporté par la collectivité, imputable à l'alcool, est positif. Du point de vue des effets sanitaires positifs, le fameux French Paradox, le paradoxe français, c'est-à-dire le facteur de préservation de certaines maladies cardiovasculaires dues à une consommation modérée, ne donne toujours pas lieu à un consensus au regard des effets négatifs en termes de cancer. Ah oui, donc apparemment, si tu bois un peu d'alcool, si tu as une consommation modérée d'alcool, tu serais plus protégé par rapport à certaines maladies cardiovasculaires. Mais en fait, c'est pas sûr parce que l'OMS dit tu peux choper plein de cancers. L'OMS retient des recherches qui ne permettent pas de préconiser une consommation d'alcool modérée. Donc c'est remis en question en fait. Cette idée de il faudrait consommer un peu d'alcool et ça ira. Apparemment, c'est remis en compte. Ils prennent pas en compte les dégâts collatéraux. Non, non, ils prennent pas en compte l'impact sur la famille, sur les proches, etc. Non, bien sûr que non. La théorie du vin pour être en bonne santé, oui, ça je pense c'est le lobby viticole, clairement. Mais en tout cas, apparemment, l'OMS dit on n'est pas sûr, ça n'existe pas, on ne sait pas. Le coût économique et sanitaire de l'alcool, comme facteur direct ou indirect de nombreuses pathologies, ne peut faire l'objet que d'estimations qui sont discutées. La mesure de la mortalité peut alors aller du simple au double. En fonction des critères que tu prends, tu peux avoir une mortalité liée à l'alcool qui est simple ou double. Genre, tu sais pas. C'est compliqué, quoi. L'association de l'alcool et du tabac est une source de nombreuses pathologies qui est difficile de dégager, précisément. La déclaration des consommations d'alcool, l'enregistrement des causes de morbidité et de mortalité sont sujettes à un certain nombre de biais qui vont dans le sens d'une sous-évaluation. Donc là, ils sont en train de dire qu'en plus, les études qui sont faites sur le sujet, les gens ont tendance à dire qu'ils consomment moins d'alcool que ce qu'ils consomment vraiment. Donc en plus, c'est sous-évalué, quoi, la consommation d'alcool. L'impact sur la famille, ça rentre pas dans les cases comptables. Exactement. Mais c'est pour ça que tout prendre d'un point de vue économique, ça marche pas. Vous savez que le vin n'est pas un alcool comme les autres, comme dirait notre cher ministre. Exactement. Il faudrait rappeler que les chiffres de la mortalité ont par ailleurs toujours un effet rétrospectif en ce qu'ils mesurent toujours davantage les conséquences des conditions et des modes de vie des décennies antérieures. Ah oui. Donc en gros, les chiffres que l'on a aujourd'hui sur les effets de l'alcool, c'est sur les modes de vie qu'il y avait il y a 10, 20 ans. Et qui ont des répercussions maintenant sur le corps des gens. Mais on sait pas aujourd'hui ce qui se passe sur les modes de vie à l'heure actuelle, quoi. On a que le après. Salut Okito. On peut ajouter qu'il est extrêmement difficile d'évaluer à partir des données statistiques basées sur le sexe la relation entre un type de consommation et ses conséquences. Ces difficultés expliquent la faiblesse des estimations qui permettraient de dégager de grandes tendances. Plusieurs études ont été consacrées en France à l'estimation du coût de l'alcoolisme. Renault évalue les coûts similaires à l'alcoolisme à 2,5 milliards d'euros. Coop et Fénoglio dépassent le cadre restreint de l'analyse du recours aux soins et intègrent les pertes de revenus et de production, les dépenses induites par la criminalité, les accidents de la route, ainsi que les pertes et prélèvements faits de la consommation excessive d'alcool. Le montant total des pertes imputables à l'alcool est estimé par eux à 17,6 milliards d'euros. Les dépenses de santé représentent 15% de ce total. Après, vous avez les pertes de revenus de production, 50%. Les dépenses qu'occasionnent les accidents de la route pour les assurances, 20%.
Une nouvelle estimation corrigée de la part des mêmes auteurs porte le coût à 37 milliards d'euros, considérée elle-même comme sous-estimée car ne prendront pas en compte les crimes et les violences associées à la consommation. Donc ça c'est juste pour la France. Hein. Renaud il évalue bien les risques. Non, pas le chanteur, on parle de chercheurs. On parle d'économistes là, apparemment. Les hommes et les femmes apparaissent très inégaux devant le risque de consommation d'alcool, la prise de risque et les pathologies liées à l'alcool. On pourrait dire que biologiquement les hommes ont une constitution qui les privilégie, c'est un argument qui est souvent avancé pour justifier le privilège masculin. Mais les inégalités sociales de santé font nettement pencher la balance en leur défaveur. Ouais, donc en fait, dans les discours, on va dire ouais, mais les hommes ils tiennent mieux l'alcool. Mais en fait, quand tu regardes ce qui se passe en termes d'un point de vue de santé publique, bah justement, parce qu'ils croient qu'ils tiennent mieux l'alcool, ils ont tendance à en consommer plus, et c'est eux qui subissent de plein fouet du coup les dégâts de l'alcoolisme. Enfin, de la consommation d'alcool en général en vrai, je devrais dire plutôt ça. Les pesticides présents dans l'alcool, est-ce que c'est pris en compte? Ah bah, en vrai c'est une bonne question, ils en ont pas parlé donc peut-être pas. Du coup, ça veut dire que les alcooliques opérationnels, c'est bon. Tant qu'ils font les 35 heures, ça passe, y a pas de coup. Bah, ça dépend. S'ils ont un accident de voiture, ils seront comptés. Et encore une fois, c'est des calculs qui sont présentés par l'auteur parce qu'il présente juste les autres recherches qui ont été faites. Et clairement, ça a ses limites. Hein. Ce que vous êtes en train de dire sur les pesticides, par exemple, ça montre une limite. Et le fait qu'il y en a qui soient pas moins productifs, c'est une autre limite, quoi. S'il meurt le premier jour de la retraite, par contre, c'est du bénéf, oui. Salut Bernays Edwards, salut Neurolaf. Et puis encore une fois, c'est sous-estimé parce qu'il y a plein de gens qui vont pas être diagnostiqués comme alcooliques ou qui vont pas être diagnostiqués comme sont morts à cause de l'alcool alors qu'en fait si. Donc bon. Les effets sociaux se cumulent. Ceux qui ont les moyens ont un alcool de meilleure qualité. Oui, il y a aussi ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'Office des drogues, voilà, nous offre une synthèse qui permet de mettre en évidence ces inégalités. En 2005, on comptait environ 3,7 millions de consommateurs à risque sur le plan de la santé, qu'ils soient dépendants ou non, qui ont de 18 à 75 ans. Les hommes restent largement majoritaires parmi ces consommateurs. Sur 3,7 millions de personnes, il y a 3,1 millions de consommateurs à risque qui sont des hommes, soit 84% de cette population. C'est énorme. Chez eux, cette consommation à risque chronique grandit avec l'âge, tandis que le risque ponctuel, d'abord élevé, puisqu'il concerne près d'un homme sur deux, à la tranche d'âge des 35-45 ans, tend ensuite à décroître. Chez les femmes, le risque ponctuel, qui ne concerne pas une femme sur 3, décroît bien plus fortement pour ne concerner qu'une femme sur 17. Sans pour autant que le risque chronique, très faible chez elles, n'augmente sensiblement. Donc en fait, vous avez plus de risques de consommation chronique d'alcool chez les hommes tout au long de leur vie que chez les femmes. Les femmes vont avoir tendance à beaucoup plus boire quand elles sont dans les 18-24 ans et après elles limitent leur consommation d'alcool. Chez les hommes et les femmes, l'indice de la prévalence du risque chronique est observé majoritairement chez les 18-24 ans. Ça tend à diminuer chez les 25-34 ans pour remonter par la suite avec l'âge. Le calcul des ratios montre que l'écart est le plus faible chez les jeunes, à l'image de la situation européenne. Donc c'est pareil en Europe en règle générale. Ok. Ah, l'alcool c'est un facteur énorme de cancer du sein, d'accord, je savais pas du tout. Le facteur de détermination sociale fait que les hommes deviennent plus à risque en pratique. Ouais, c'est ça. Les hommes ont tendance à consommer beaucoup plus d'alcool parce que c'est mieux perçu socialement, quoi. Faut prouver que t'es un vrai homme, tu bois, machin et tout. Alors, 13,8% des hommes et seulement 5% des femmes de 12 à 75 ans présenteraient des risques d'usage potentiellement problématiques. Entre 25 et 64 ans, près d'un homme sur deux serait consommateur à risque. On n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. De manière ponctuelle. Merci Kassouye pour ton prime, bienvenue à toi, merci beaucoup. Tu deviens un petit camarade raton, une petite camarade ratonne, bienvenue. On retrouve des écarts importants concernant les recours aux soins. Malgré le fait que ceux-ci soient comme la morbidité ressentie très genrée, 90 000 personnes sont venues consulter les structures spécialisées pour les personnes en difficulté d'alcool. L'âge moyen est environ de 43 ans. 3 personnes sur 4 sont de sexe masculin. Donc en 2005, hein, les chiffres, 80 000 personnes sont venues consulter pour
des structures spécialisées pour les personnes en difficulté avec l'alcool, et l'âge moyen est environ de 43 ans. Donc encore une fois, si on a les chiffres et que là où on est le plus en danger en termes de consommation d'alcool, c'est entre 18 et 35 ans en gros, et que les gens viennent consulter quelqu'un qu'à partir de 43 ans, vous imaginez que vous avez au moins 2 décennies de consommation d'alcool qui n'ont pas été pris en charge et où les gens sont mis en danger, quoi. La prévalence des hommes en matière de consommation de boissons éthyliques se résume-t-elle dès lors au maintien d'un privilège les distinguant des femmes, toujours plus sujettes aux jugements moraux qui sont mis en jeu? Ne peut-on voir également dans le fait de boire une norme qui s'exercerait principalement sur les hommes? Ils sont toujours soumis à prouver leur masculinité au travers d'un ensemble d'invitations qui sont contraignantes. Cette norme du boire, symbole de la consommation et du lien social, se rend davantage visible lorsqu'elle se retourne contre la personne qui choisit de rester ou de devenir abstinente. L'homme qui ne boit plus s'écarte de la communauté des buveurs, de ceux qui boivent comme tout le monde, sinon comme des hommes. Une femme abstinente ne tend finalement qu'à retrouver un comportement conforme au modèle d'alcoolisation de son genre. Oui, alors, on peut avoir des coups de pression quand on est une femme qui boit pas, mais c'est quand même vachement plus accepté socialement une femme qui boit pas plutôt qu'un homme qui boit pas. Ça, c'est vrai que on se prend des remarques en tant que femme quand on boit pas, mais en même temps, on est en mode, bon, bah de toute façon, elles tiennent pas l'alcool. Surtout moi qui fais 40 kilos tout mouillé, j'avoue que du coup... Est-ce que les alcooliques anonymes sont très présents en France? Je laisse les gens te répondre s'ils ont les bails et les chiffres et tout ça. Je sais qu'il y a des groupes et tout ça. Spécifiquement les alcooliques anonymes, je ne sais pas. Après, c'est pas forcément un truc qui va être traité malheureusement. Mais après, de savoir qui va voir justement ces structures et qui est pris en charge, pourquoi pas. En Russie, c'est très net. Les potes étaient quasiment forcés à boire. Les femmes, on nous foutait la paix. Ouais, bah ouais, bien sûr. Sacré privilège d'être alcoolo et de crever à 50 ans. Mais en fait, c'est l'un des coûts du privilège. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Et c'est pour ça que j'aime ce bouquin. Il te fait comprendre que les hommes sont, de manière écrasante, en position de force dans les rapports de pouvoir. Ça a un impact, du coup, sur les femmes de leur entourage. Mais, en gros, ça va avoir un impact aussi sur leur santé et sur leur manière de se comporter. Et le fait que les hommes meurent plus tôt, c'est pas pour rien non plus, tu vois, en termes d'espérance de vie. C'est parce que justement, pour être un homme, il faut que tu prouves que t'es vraiment un vrai mec, quoi, et que tu aies ces comportements à risque, mais pas juste des comportements à risque. T'as aussi tout le côté prouver que t'es fort, que tu tiens, et donc du coup, comportement à risque, pas juste pour l'alcool, mais en règle générale, tu vois, repousser tes limites, etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais regardez, mais il est en roue libre, Adou. Comment vous vous appelez? Be, je suis où? Un nom de quelle origine? Moyenne orientale. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a rien à voir, je te laisse encore une deuxième chance, mais si tu reviens avec un truc qui a rien à voir avec le sujet, tu vas finir bad en fait. C'est ingérable, c'est ingérable. Ouais, c'est un psychotrope, l'alcool, voilà, c'est ça le terme qui était utilisé. Dans le texte. Ouais, je sais, j'ai vu Delta, c'est la deuxième fois. En étant ferme, ils acceptent que tu boives pas. Ouais, mais encore une fois, les rappels à l'ordre vont être plus grands pour les hommes que pour les femmes, quoi. Je continue. Donc, l'homme qui refuse de boire n'a les femmes qui refusent de boire n'apparaissent pas comme étranges, alors que la répétition du refus suscitera à l'égard des hommes abstinents le soupçon, du moins chez ceux qui ne connaissent pas son histoire. Tant que l'abstinence n'est pas affichée ou assumée comme telle, le risque de discrédit est plus fort chez les hommes. Salut Samy, salut Caillot. Dans l'abstinence, les femmes confortent les rapports sociaux de sexe tandis que les hommes les troublent. Néanmoins, si l'abstinence est affichée, on tend à retrouver dans un déséquilibre au profit des hommes. Se dire abstinent, c'est aussi avoir été ou être alcoolique. On retrouve sans surprise le discrédit plus grand chez les femmes. Ah! Si tu ne bois pas d'alcool parce que avant tu as été alcoolique, pour les hommes, les gens vont être plus sympas que pour les femmes apparemment. Le discrédit est plus grand pour les femmes. La réprobation morale et la honte qui touchent de manière plus prononcée les femmes alcooliques pèsent toujours sur elles-mêmes une fois abstinentes. Cet écart des hommes et des femmes dans l'abstinence est également souligné par un autre chercheur qui s'appelle Domojo.
On notera la plus grande difficulté qui entoure les projets thérapeutiques chez les femmes alcooliques, et notamment la difficulté à négocier un passé d'alcoolisme extrêmement culpabilisant. Quand l'homme alcoolique peut bénéficier d'une certaine valorisation personnelle dans son abstinence réussie, pour la femme alcoolique, l'abstinence, et donc d'une certaine façon la maîtrise retrouvée vis-à-vis de l'alcool, n'est que la moindre des choses. Ah, donc c'est... En fait, pour les hommes, on peut valoriser le fait qu'ils arrivent à s'en sortir en mode waouh, ça a dû être si dur, bravo. Alors que pour les femmes, c'est genre oui, bah c'est normal quoi. C'est ce que t'aurais dû faire depuis le début. Je te rappelle que quand même, avant, t'as été alcoolique. Les hommes sont courageux de s'en être sortis, les femmes n'auraient jamais dû devenir alcooliques. C'est ça. C'est ça. C'est intéressant parce que j'avais pas pensé à ça. Donc double standard par rapport à ça. La focalisation sur les aspects négatifs des alcoolisations passées, qui participent au travail de construction et de maintien de l'abstinence, peut également participer à mettre en évidence des usages de l'alcool en tant que produit psychotrope. Ce travail de réinterprétation du sens de l'alcoolisation tend dès lors à déconstruire la normalité muette du boire masculin. Alors attendez, il va y avoir une citation, on va peut-être mieux comprendre ce qu'ils veulent dire. Je suis abstinent, salut Ectro. Je suis abstinent de tout produit depuis quelques années. Bizarrement, quand je dis que je ne bois pas parce que alcoolique, les gens sont très compréhensibles. Comme s'il fallait être malade pour que ne pas boire, ça va accepter. Oui, c'est ça. Un médecin a rechigné à prendre en charge mon beau-père quand ils l'ont appelé une ambulance pour son retour de pancréatique. Ils lui ont dit « Ah bah vous savez pourquoi vous lavez votre pancréatique ?» Ouais, mais ça, quand t'as déjà été identifié comme alcoolique et tu replonges pour X ou Y raison, laisse tomber. Laisse tomber. Le jugement social est horrible. La honte et tout ça. Salut Touristique! C'est un peu hors sujet et complexe, mais j'ai l'impression que l'abstinence d'alcool, c'est une difficulté supplémentaire d'intégration pour certains immigrants au Québec. La principale porte d'entrée est d'aller boire une petite bière. En vrai, c'est pareil en France, Néo Fafard. T'as raison, hein. Méo, pardon. C'est pareil en France. Genre, typiquement, là, depuis l'histoire de Charlie Hebdo et tout ça, il y a quelqu'un qui en parlait. Le fait que si t'es pas blanc et que tu dis que tu bois pas d'alcool, on va tout de suite te dire t'es musulman. Et donc, du coup, si tu bois pas l'alcool, tu serais forcément musulman intégriste et tout ça. Laisse tomber. Ça fait que, en termes d'intégration, pour rentrer, par exemple, quand t'es aux études ou quoi, c'est super dur. Moi, j'ai un pote, c'est vraiment... Il boit pas d'alcool juste parce qu'il boit pas d'alcool. La première chose qu'on lui a dit, en master, c'était littéralement ça. Tu bois pas parce que t'es musulman, quoi. Genre, c'est l'islam qui fait que tu bois pas? Mais Aled, si j'avais envie de t'en parler déjà, je t'en parlerais. Et juste, pourquoi tu me dis ça? Je te connais depuis 5 secondes, quoi. Horrible. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Ah, on s'en doutait pas, tiens. Parfait. C'est le spot publicitaire du gouvernement. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Je dirais que je suis un ex-alcoolique maintenant, ça sera plus simple. En vrai, si les gens te laissent tranquille, je comprendrais qu'on mente, hein, clairement. Clairement. Je sais pas du tout pour l'abstinence de la grossesse pour une femme, je sais pas. Déjà qu'ils sont soupçonnés d'islamistes quand ils mangent pas du jambon, ouais, c'est clair. Les gens ne comprennent absolument pas l'addiction d'un point de vue biologique. Un addict n'a parfois pas le choix physique et mental de reprendre. Il faut souvent plusieurs essais et plusieurs erreurs pour réussir. Un gros parcours de compréhension de soi. Mais oui! Alors qu'en fait, tu vois, surtout pour les proches qui vont accompagner une personne alcoolique, si elle a été abstinente pendant tant de temps et qu'après elle replonge, les gens vont être en mode « Quoi tu m'as trop déçu, j'ai tant fait pour toi et regarde !» Et tu replonges là-dedans et tout. Et c'est pareil pour la consommation de drogue, enfin pour les addictions en général, quoi. Pour les troubles du comportement alimentaire, les personnes anorexiques, tu peux avoir ça aussi. Et t'es là genre juste... Bah en fait, vous vous rendez pas compte. Je parle des troubles du comportement alimentaire et de l'anorexie parce que justement, apparemment, il y aurait des liens. On avait lu des trucs là-dessus. Il y aurait des liens et les médecins parleraient de liens avec justement des comportements addictifs. Le contrôle de ta santé, de ce que tu manges et tout ça, il y aurait des liens avec l'addiction et tout. Et donc du coup, le fait de parfois devoir replonger parce que c'est une addiction, ça veut pas dire que t'as trahi les gens de ton entourage ou quoi que ce soit en fait. Mais parfois, tu peux te retrouver isolé parce que t'as eu une rechute et c'est encore plus violent quoi. J'ai refusé plusieurs fois de boire sur mon lieu de travail. Lors de pot de départ, on m'a jugé, limite insulté, genre « Ouais, tu te crois trop bien pour boire avec nous ?» Ah oui, bah oui. Parce que c'est vu comme un moyen d'intégration que de boire avec les gens. Si tu bois pas avec eux, c'est que t'as pas envie de les voir. Genre, ça peut pas être parce que tu veux pas boire d'alcool, tu vois. Laisse tomber.
De façon générale, pour les maladies mentales, il y a ce genre de réaction de l'entourage. Oui, c'est vrai que aussi, c'est pas forcément compris pour la dépression ou pour d'autres trucs, ouais. Bien sûr. Mais parce qu'encore une fois, on manque d'informations. Je pense pas que forcément les gens soient juste des ordures de réagir comme ça. Bon, il y a des comportements abusés, hein, je dis pas. Mais je pense qu'aussi, ils ne savent pas. Tu vois, genre, c'est juste, on ne parle pas de ces sujets-là, quoi. Oui, question de contexte, de toute façon, clairement. Il n'y a pas de solution parfaite, clairement. Donc, sans la prise en compte de l'apparition d'un alcoolisme féminin, qui n'est plus l'exception confirmant la règle, ce piège n'est pas désamorçable. Alors oui, l'alcoolisme féminin, c'est un truc apparemment récent, qui est apparu fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, mais voilà. L'association d'un mythe collectif d'un lien entre puissance virile et capacité à boire de l'alcool est une notion de dépendance assez totalitaire pour interdire de comprendre que l'alcool est recherché pour ses effets psychotropes. Voilà. Donc il n'y a pas juste une consommation d'alcool parce que l'alcool c'est un truc de bonhomme, c'est viril et tout. Il y a aussi le fait que l'alcool est recherché pour ses effets psychotropes. Voilà. Non seulement cette association facilite la négation de la dimension toxicomanique de l'alcoolisme masculin, mais en plus elle interdit de questionner la mainmise des hommes sur l'alcool. Contrairement aux hommes, les femmes ne peuvent pas puiser dans la tradition pour justifier leur recours à l'alcool. Appréhender le boire sous l'angle du genre permet de déconstruire des justifications traditionnelles et culturelles du boire masculin, qui souvent se bouclent par des explications « Bon, les hommes boivent parce que ce sont des hommes ». Nous pouvons sans doute voir dans l'usage genré du boire masculin, du moins dans certains de ces mésusages, donc des usages qui sont pas bien vus, une certaine manière masquée, sous le voile de la normalité, d'utiliser les propriétés des psychotropes et des anxiolytiques de ce produit culturel. La rétention émotionnelle et la restriction du répertoire expressif des hommes, des possibilités d'extérioriser leurs émotions, leurs tensions et leurs souffrances chez les hommes, participeraient au recours à l'alcool. L'alcool serait un support pour pouvoir exprimer ses émotions. L'alcoolisme caractéristique des hommes est si important en France qu'il est lié à une impossibilité d'exprimer une émotion à jeune. Putain, mais ça c'est un truc de ouf. Le nombre de becs qui viennent te parler et te dire des trucs seulement quand ils ont bu. C'est le truc désinhibiteur. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pas juste les hommes boivent parce qu'ils sont des hommes. Il y a aussi tout ce côté où les hommes, on leur apprend pas à gérer leurs émotions et à communiquer. Donc le fait de boire de l'alcool va être un moyen d'exprimer des émotions qu'ils seraient incapables d'exprimer autrement. Ou à l'inverse, pour ne pas avoir à tenir un discours sur les affects. Donc ça peut être aussi pour éviter les situations. L'usage très répandu de l'alcool, qui est un puissant sédatif de la peur, mais qui n'est pas identifié comme tel et apporte une protection contre la peur, tout en respectant l'interdit de parler de cette peur. Les femmes, quant à elles, montreraient plus de la facilité à connaître une médicalisation de leur souffrance, recours aux médicaments psychotropes, et à se reconnaître dans la pathologisation de leurs troubles. On ne peut durablement décrire et analyser les différences et les inégalités selon le genre, indépendamment des autres variables sociologiques, notamment la catégorie sociale. Ah, on va voir. Je vais aller aux toilettes et après on va parler des catégories sociales et pas juste du genre parce que ça dépend de votre milieu social d'origine et tout ça aussi. Hein. Toute ma vie, j'étais incapable de danser en public sans alcool. Bien sûr, ouais. C'est une excuse pour pouvoir exprimer tes émotions, c'est ça. Je l'avais dit, je suis sociologue. En vrai, sans déconner, parfois les gens ils vont dire bah la sociologie ça dit des évidences. Oui, bien sûr. Ça te montre des choses que tu perçois comme naturelles, que tu as déjà analysé toi-même, sauf que là, c'est constaté quoi. C'est genre un fait sociologique, c'est un fait scientifique. On se rend compte que globalement, les gens fonctionnent comme ça. Tu vois, c'est pas juste ton petit cas personnel. Donc oui, parfois ça a l'air genre ah bah merci, t'as pas inventé l'eau chaude. Non, on n'invente pas l'eau chaude quand on fait de la sociologie. On vous dit des évidences, mais en fait on met des mots sur des évidences que l'on vit tous socialement. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ça en fait. Il y a des faits sociaux derrière tout ça, il y a des explications structurelles. Ah, bah, t'as les deux côtés. T'as parfois les gens qui vont l'utiliser comme une excuse en mode si je bois de l'alcool ça va être plus facile pour moi de gérer ça donc je vais le faire. Et puis t'as le côté bah j'ai bu de l'alcool et ça désinhibe donc voilà. Mais il y a des fois des gens qui vont utiliser l'alcool comme levier, genre qui savent que là, pour gérer ce moment-là, pour pouvoir le deal avec ce moment-là, où ils vont avoir peur ou quoi que ce soit, ils vont boire de l'alcool. Genre, voilà, ça peut être aussi à la fois inconscient et conscient. Et souvent on mélange des fois les deux quoi. On a la rêve du livre que tu lis, il est au-dessus de moi et puis tu fais point d'exclamation lecture dans le chat. Sur ce, je vais aux toilettes. Et à tout de suite. J'ai fait manger votre âme. Merci Charlie.
Merci. Je t'ai pas remercié pour le déjeuner de l'autre jour. C'était très bon. Mais quel gros hypocrite! Hier, tu disais qu'elle te traitait, qu'elle t'insultait et tout. Et là, t'es en train de dire ça. N'importe quoi. Soit il essaye de faire la paix, soit il est hypocrite. Très bon, sérieux? T'as pas encore plus ringard? En vrai, plus personne dit ça. Oh quoi? Non mais attendez. Alors elle dégage. Elle dégage. Genre, c'est fini maintenant. C'est fini Margot. Sérieusement? Elle a insulté Emilien le pingouin et maintenant, elle lui dit que son compliment n'est pas assez bien. Très bien. Alors, j'ai un problème de voisinage. Je me dois d'intervenir. Je ne peux cautionner ni grossièreté, ni tenue inappropriée. Pardon? T'es la police du style aussi? Les tenues inappropriées? Si les gens ont envie de se balader en splitty bar, ils peuvent, hein? N'importe quoi. Quel résident de l'île vous pose problème, dites-moi? Margot. Voulez-vous que j'aille lui parler pour la convaincre de se comporter de façon plus appropriée? Oui, s'il vous plaît. Non, dites pas plus! Je vais aller voir Margot pour lui rappeler quel genre de langage est acceptable sur notre île. Il ne faut pas croire que je peux être très intimidante quand je veux. Ah, bah elle veut me parler. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Après que je me sois plainte à la mairie, qu'est-ce qu'elle va me dire? Au fait, Maudit, je me demandais, j'ai un cyprès, je sais pas trop en quoi en faire, tu le veux? Elle m'offre un cadeau. Ça y est, Marie s'est plaint. Je pensais avoir besoin de ça, mais en fait non. Et comme jeter c'est mal, je recycle. Je me disais que peut-être ma meilleure amie pourrait lui donner une nouvelle vie. Oh, elle me fait culpabiliser. Oh, la personne toxique. Oh, la manipulatrice. Horrible. Oh la vache. Je suis choquée. Tu me choques, Margot, tu me choques. Même si, avec le tablier, t'as une petite queue trop mignonne, un arrière-train trop mignon. J'ai dit qu'on allait mettre du caca devant un villageois qu'on a envie de faire déménager. Comme Margot n'arrête pas d'insulter les autres villageois, je pense que ce sera elle. Désolée Margot, on va mettre une grosse crotte fossilisée devant chez toi. Voilà. Comme ça, juste à l'endroit où il y a le panneau de son nom. Comme ça, hop, ça dégouline devant sa porte, là. Quelle classe! Tu as l'air radieuse avec ce petit pull à manches imprimées. Oh, merci. Cette couleur que tu portes, ça irait très bien avec une paire de sandales fleuries. La réponse est non. Pour savoir si j'ai raison, laisse-moi t'offrir ce petit cadeau. Tu vas m'offrir des sandales? Encore en train de vous amuser sur mon best-of là? N'oubliez pas, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des réseaux sociaux, vous pouvez trouver les best-of dessus. Je vous mets le lien dans votre chat pour follow. Attendez, parce que j'ai vu un commentaire avant que j'aille aux toilettes et voilà. Et je l'ai pas lu. Il y a le monteur de Wissam qui a dit « Tout le monde les vit pas. Moi, j'apprends beaucoup de choses dans ce live. » Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs... En fait, il y a plusieurs choses quand on lit de la socio. Il y a des trucs, je me dis des fois « Mais non !» Genre, what? Il y a d'autres trucs, je me dis « Ah, mais c'est exactement ce que je pensais. » Ça vient confirmer des trucs que je croyais. Et il y a d'autres fois où, comme tout à l'heure, là, quand on a lu sur le fait que les femmes alcooliques, c'était considéré comme bah t'avais qu'à pas tomber là-dedans à la base alors que les hommes sont vus comme courageux pour sortir de l'alcoolisme. Ça, je savais pas du tout. Mais une fois que je le lis, je me dis ah bah ouais, en fait c'est logique. C'est logique par rapport à ce que l'on voit, mais j'y aurais pas pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez un peu tous ces côtés-là quand vous lisez de la socio, il y a des trucs qui vous semblent évidents, il y en a d'autres. Souvent quand ça vous semble évident, c'est que c'est des choses que vous vivez ou que vous avez vues autour de vous. Donc forcément, si ça parle de votre vécu, c'est même plutôt bon signe. Genre, à chaque fois je prends cet exemple-là, mais en live, on avait lu des trucs sur les pompiers, et t'avais des pompiers dans le chat qui étaient en mode « Ah bah c'est exactement comme ça que ça fonctionne dans ma caserne », alors que les gens sur le live étaient en mode « Bah excusez, mais je vois pas pourquoi, le mec il a fait son étude pendant 10 ans, ok, mais sur une seule caserne, donc du coup, ça peut pas être réaliste. » T'avais un mec... Il était pompier en Belgique, il était là, ça fonctionne exactement comme ça, tu vois. Dans les relations entre pompiers et tout, le rapport au service public, tous ces trucs-là, enfin bref. Et je me dis, bah, si ça semble évident pour les gens qui sont étudiés, c'est bon signe. Ça veut dire que l'étude tombe juste, quoi, vous voyez. J'avais pas la rediff sur le live des pompiers, mais si ça vous intéresse, c'est... hop. C'est la politique à la caserne, l'article qu'on avait lu. Je vous mets le lien dans le chat, attendez. La politique à la caserne. De Romain Pudal. Il y a un bouquin aussi. Au niveau de la terme de difficulté, est-ce que c'est dur à lire ou pas? Ça se lit bien. Franchement, si vous avez jamais lu de sciences sociales, c'est accessible, Romain Pudal.
Il y a un truc dont j'avais entendu parler, c'est que dans le milieu gay, on est beaucoup à consommer des produits dont de l'alcool pour draguer, sexer, parce que ça aiderait à vaincre l'homophobie intériorisée. Ah, en vrai, ouais. C'est un autre sujet, de ouf. De ouf. C'est encore un autre sujet. Mais une autre question de pourquoi est-ce qu'on consommerait plus d'alcool et tout ça. Trop bien ce livre, je découvre de manières de voir les choses nouvelles chaque semaine, mais je le prends pas comme la Bible non plus. Non mais t'as raison. Parce qu'en fait, c'est des bouquins, tu vois. Celui-là, par exemple, il va être... Il y a des choses qui vont être considérées comme paf. Bah en fait, ça c'est des découvertes et tout. Mais après, ça peut être... Il y a des angles morts. Genre forcément, il y a des angles morts, tu vois. Il y a forcément des choses qui n'ont pas été prises en compte et qui vont être... Il y a une autre recherche qui va ajouter sa pierre. En fait, c'est des sciences cumulatives, vous voyez. Il y a des gens qui font des recherches. Et là, on a lu toutes les recherches sur... est-ce que l'alcool, c'est un coût ou un bénéfice pour la société, par exemple? Bah lui, il a lu ça pour savoir un peu ce que les gens avaient dit. Il vient rajouter sa pierre avec son étude. Voilà. Et en fait, vous avez plein de pierres qui s'ajoutent comme ça. Et c'est comme ça, après, qu'on a une vision sur... Bah qu'est-ce que ça donne, la consommation d'alcool en France, voilà, aujourd'hui. Il faut des études historiques, il faut des études sur tous les milieux sociaux, enfin il y a plein de trucs à avoir pour avoir une vision globale. Donc en fait il faut plein de recherches qui sont complémentaires quoi. Salut gentil stream. Non mais là on parlait par rapport à l'homophobie en fait Dams. Sur le côté désinhibiteur, en mode l'alcool nous permet d'avoir moins peur et d'oser plus socialement, donc de faire plus de choses, notamment du cul, d'accord? Mais là en fait on parlait aussi il parlait de l'homophobie en fait, intériorisée. Et donc du coup, tu te dis, là c'est ok parce que t'as plus cette peur ou ce truc-là. En vrai, c'est un autre sujet, ça se trouve, qui a été étudié. Parce qu'il y a pas mal de recherches sur les milieux queer aussi, ça se trouve, ça a été étudié aussi. Hein. Est-ce que dans les livres de sociaux qui sont ce pire review aussi? Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Salut Goubar. Les autres revoient et tout, bien sûr. Là, on est en plus sur un ouvrage collectif qui est issu d'une journée d'études. Donc en gros, plein de chercheurs qui bossent sur le genre se sont regroupés pour diffuser leurs recherches, genre en mode conférence que vous voyez. Ils sont tous ensemble, une même journée, à parler de leurs recherches, les présenter. Donc là, il y a des retours en mode « Ah, t'as fait ça, mais t'as utilisé quoi comme méthode? Mais attends, t'as pensé à ça, ça, ça ?» Donc bref, ils discutent. Et après, collectivement, ils ont retravaillé et ils en ont publié un bouquin. Voilà, par exemple, pour ce bouquin-là. Ah, le côté assumer sa sexualité, par contre, oui, effectivement, c'est plus facile avec l'alcool. Je continue. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. À 19h13 ? Sur un numéro que je ne connais pas ? Voilà. Faut faire un stream comme ça et... Je tripote le dos sans problème apparemment. Non, il aime pas ça. Il aime pas ça qu'on lui tripote le dos. Mais pourquoi? Les massages c'est sympa. Oh là 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 là. Please everybody, Everybody needs somebody. Everybody needs someone. J'ai envie de vous niquer la gueule avec un pavé. Mais on va se calmer. On n'est que paix et amour, n'est-ce pas? En hiver, les pauvres. Putain, t'as raison, faut que je les rentre. Mais comment est-ce qu'elles vont avoir le soleil si je les rentre? Oh là là. Je me disais, elles tirent la gueule, mes petites plantes. Oh non. Le cactus, tu crois qu'il faut que je le rentre, mon cactus? Lui, il a pas besoin de soleil déjà. J'irai les chercher après le live. Oh, je suis rentrée dans la texture. Waouh, je suis Fantomas. Trop puissant. Vroom. YouTuber crée une chaîne. Excusez-moi. C'est parce que demain je vais en festival. Je me suis dit, il y a un numéro inconnu, mais c'est quelqu'un qui a mon numéro parce que c'est un téléphone. Bref. Du coup, c'est parce que demain je vais en festival à Strasbourg et la personne m'a appelé juste pour me dire que c'était ok, que quelqu'un viendrait me chercher à la gare demain. Voilà, pour me rassurer. Parce que effectivement j'étais en mode, oui c'est vrai que j'ai pas de nouvelles. Au pire, on m'avait donné l'adresse de l'hôtel, donc moi j'y aurais été. Hein. Je vais survivre en ville quoi. Donc c'est bon.
Demain, quelqu'un vient me chercher. C'est quelqu'un qui a mon numéro parce que c'est un téléphone, alors oui. Donc voilà, demain c'est pour le festival du film fantastique à Strasbourg. Et vous avez en fait toute une partie jeux vidéo et j'y vais en tant que jury jeux vidéo. Voilà. Salut Naokix. Hello. Salut. Problème d'influenceuse. Eh oui, quelqu'un vient me chercher à la gare. Incroyable. Donc voilà. Bref, la consommation d'alcool. Mon chat est arrivé sur mes genoux en mode coucou. Donc, est-ce que on a des consommations différentes en fonction des classes sociales? Du côté de la mortalité, bien que les estimations, on l'a vu, restent variables et aléatoires, l'implication différenciée de l'alcool selon le sexe apparaît néanmoins systématiquement. Ce sont plus particulièrement les indicateurs de mortalité prématurée, donc des décès qui sont survenus avant les 65 ans, et de mortalité évitable, donc due à des comportements individuels, qui sont défavorables aux hommes. Ah. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Merci Mathilde pour les 4 mois de soutien. Ravie de soutenir... J'ai dit 4 ans ou 4 mois, je sais plus du coup. Merci Mathilde pour les 4 mois et merci pour le contenu super chouette. Merci. Merci beaucoup. Merci Mathilde, c'est gentil. Maudit, elle donne son contact pro à des relations pro. Ouais, mais c'est mon contact perso aussi. J'ai pas de téléphone pro. Donc, les hommes, à cause de la consommation d'alcool, ont tendance à mourir avant les 65 ans. Donc il y a plus d'hommes qui meurent avant les 65 ans que de femmes. Et les hommes meurent plus de comportements individuels, une mortalité qui aurait pu être évitable. Voilà, ça doit être les comportements à risque, ça je pense. Je sais pas, Doliprane. Voilà, c'était ma réponse. Le taux de décès prématuré des hommes standardisé sur la structure d'âge est ainsi 2,2 fois supérieur à celui des femmes, tandis que le taux de décès correspondant à la sélection mortalité évitable est multiplié par 4 chez les hommes. Oh là là. Entre 45 et 64 ans, la mortalité due à une imprégnation chronique d'alcool représente 20 à 25% des décès masculins en France. C'est énorme. Donc un homme qui meurt entre 45 et 65 ans, il y en a 20%, c'est à cause de l'alcool. Et c'est sûrement sous-estimé, hein. C'est énorme. Oui, parce qu'en fait, pour quelle raison t'aurais de mourir avant 65 ans? En vrai, c'est quoi les facteurs? Quand on dit quelqu'un aurait pu crever avant ses 65 ans. Entre 45 et 65 ans, c'est vrai qu'à part l'alcool, le travail. Ouais, accident du travail, exactement. Le suicide aussi, ouais. Ouais, mais ça peut être des cancers qui sont liés à l'alcool aussi. Salut Liveline. Peut y avoir le tabac. Le tabac, c'est si tôt aussi? Ah, remarque, oui, 65 ans, ouais, ouais, si. Ça compte les accidents de voiture liés à l'alcool? Oui. Oui. Comme dans la synthèse de l'OFDT, les estimations vont de 35 000 à 45 000 décès par an liés à l'alcool, très majoritairement des hommes, 80%. D'abord, ils meurent par cancer, ensuite par cirrhose, enfin par psychose et dépendance alcoolique. Le nombre global de décès liés à la consommation d'alcool est en lien avec la baisse de la consommation, donc en diminution. Même si la mortalité alcoolique décroît depuis 50 ans, plus chez les hommes que chez les femmes. Ah donc, ok. Les gens meurent quand même moins en moins à cause de l'alcool. Surtout les hommes, la consommation baisse apparemment plus chez les hommes que chez les femmes. Parce qu'on a vu, chez les femmes, c'est valorisé maintenant de consommer de l'alcool quand t'es dans certains statuts sociaux. Donc du coup, ça fait qu'elle doit avoir tendance à moins se réduire l'écart. Parce que comme les femmes s'autonomisent des relations de couple, elles ont tendance à plus consommer d'alcool dans les sphères les plus hautes. Donc c'est peut-être ça qui fait que... voilà. J'ai un pote qui est mort avant ses 44 ans au début de l'année, triple cancer, sans doute avec une influence de l'alcool. Ça est en train de me faire flipper sa race là, hein. Sans déconner. Donc, même si la mortalité alcoolique décroît depuis 50 ans, la surmortalité masculine liée à l'alcool reste 30% supérieure à la moyenne européenne. Ah ben voilà, quelqu'un voulait savoir si c'était un problème spécifique à la France. La moyenne de mortalité masculine liée à l'alcool, 30% supérieure en France que dans le reste de l'Europe. C'est énorme. Sont également comprises dans ce décompte les morts violentes par accident de la route.
dont le nombre a été estimé en 2003 à 2200 sur une base annuelle de 6000 accidents mortels. Soit, pour un conducteur avec une alcoolémie non nulle, un risque multiplié par 8,5 d'être responsable d'un accident mortel de la circulation. La consommation excessive d'alcool reste à l'origine de 14% des décès masculins, soit un homme sur 7, alors que c'est 3% pour les décès féminins. Donc la consommation excessive d'alcool, pour les hommes, c'est la deuxième cause de mortalité évitable. Putain, c'est flippant. C'est énorme. En parlant d'alcool, j'ai été étonnée de découvrir que c'était hyper bien vu, attendu de boire quand je sors manger avec des collègues. Ah si, de ouf. J'ai une amie russe de mon école, elle m'a dit qu'elle trouvait qu'en France on buvait trop. Ah ouais. Un homme sur 7, c'est énorme, ouais. Avec une certaine stabilité, les hommes meurent entre 4 et 5 fois plus que les femmes d'une consommation éthylique chronique. En 2005, sur les 90 personnes qui sont venues consulter des structures spécialisées pour les personnes en difficulté avec l'alcool, dont 3 personnes sur 4 sont des hommes, un peu plus du tiers appartiennent à une catégorie sociale, celle des ouvriers, et un peu moins d'un tiers à celle des employés. Oh, donc c'est avant tout des employés et des ouvriers, donc des classes populaires en fait, les personnes les moins aisées socialement, qui vont consulter pour ces problèmes-là. On compte 5 à 6% de personnes classées dans chacune des catégories suivantes. Donc c'est minimal quoi. Commerçants, artisans, cadres et professions libérales, professions intermédiaires. Il est cependant difficile d'interpréter ces chiffres lorsque l'on sait l'inégalité très forte en matière de recours aux soins. C'est ça. Est-ce que les autres ne vont pas dans ces structures-là en dernier recours et utilisent plutôt d'autres structures? C'est possible ça. C'est possible que ça soit ça en fait. Donc c'est dur d'interpréter ces chiffres-là. Peut-être que c'est des structures dans lesquelles vont que les prolos en fait. J'ai une blague mais elle passera pas dans le chat. Bah mets-la pas, hein. Pourquoi les gens te disent dis-la quand même? Non, absolument pas. Si tu te dis d'une blague qu'elle passera pas, c'est qu'elle passera pas. En général, si tu te poses la question, c'est que c'est mauvais signe. Ce n'est pas tant du point de vue du recours aux soins que les écarts selon l'origine sociale se font le plus sentir chez les hommes. C'est surtout du point de vue de la mortalité alcoolique. Donc en gros, les pauvres ont tendance à plus mourir de l'alcool que les riches. Justement, au regard des taux de mortalité différenciés selon l'origine sociale, le constat est que le recours aux soins est faible du côté des ouvriers. Donc les ouvriers vont voir les médecins qu'en dernier recours, en gros. Ouais, peut-être que les riches se font plus aider plus tôt et plus en amont. Bah là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. La lecture socialement différenciée des nécessités d'avoir recours aux soins, la gravité plus importante des situations, objectivable quant à la mortalité. Ouais, c'est ça. Donc en gros, quand les hommes y vont... Ouais, il y a un gros trigger warning, c'est genre, c'est pas le moment des blagues, quoi. Du coup, oui, quand les hommes ouvriers vont voir les médecins, c'est déjà trop tard, en fait. C'est ça. Oui, il y a déjà ce fait aussi que les pauvres ont tendance à mourir... à plus mourir tout court, plutôt que les hommes. Oui, il y a ça aussi. Il y a les lobbies politiques qui nous disent qu'on peut boire X verres, ça n'aide pas non plus. Oui, en plus, c'est ce que je disais. On avait vu que l'OMS, en fait... Enfin, c'est ce que disait le bouquin, que l'OMS, en fait, a pas tranché sur la consommation casu, on va dire. Comment on dit? Raisonnable d'alcool. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? Bah, en fait, il n'y a rien qui le prouve que c'est bon. Au contraire, par contre, il y a plein d'études qui prouvent qu'il y a des risques de cancer, etc. De ce que j'ai vu, c'est la récompense, l'alcool après une grosse journée de travail. Donc ne plus faire partie de ça socialement, c'est terrible. Ah mais complètement, ouais. Exactement. Dans les milieux ouvriers aussi, puis on a parlé des after avec des after-work dans les milieux de l'entreprise et tout ça, c'est vrai aussi. Depuis, ils ont tranché en défaveur de la consommation modérée. Ouais, non mais ça m'étonne zéro. C'est un mythe en fait. De ouf. Donc... Si le recours aux soins n'était pas si socialement déterminé, alors les ouvriers devraient consulter bien davantage que les autres catégories sociales, puisqu'ils semblent davantage présenter des problèmes de santé, en dépit des autodéclarations au point d'en mourir. Voilà. Cet écart explique une part de l'inégalité en matière d'espérance de vie.
Comme il lui montrait il y a 20 ans, l'analyse aujourd'hui encore pertinente d'Alain Chenu, les variations de la mortalité résultent certes de l'exposition au risque professionnel, de la compétence médicale, du pouvoir d'achat en matière d'hygiène et de soins, mais aussi des consommations autodestructrices, alcool et tabac. Chenu montrait déjà comment, chez les hommes, ces inégalités se renforçaient mutuellement. Les cadres supérieurs aux ouvriers, en particulier les non qualifiés. Chez les femmes, au contraire, les différences sont peu nettes. Les cadres supérieurs, qui sont les plus consommatrices de produits psychotropes, ayant une mortalité, toutes causes confondues, légèrement supérieure à celle des employés. D'accord. Les cancers se développent par définition suite à des expositions à des petites doses d'une substance répétée. Tu veux dire que chaque petite dose, c'est une pierre à l'édifice de ton cancer, là? Non mais vous êtes en train de me faire flipper ma race. Oui, il y a aussi ça. Si tu travailles sur une machine à outils et que t'es bourré, t'as plus de chances d'avoir un accident que si tu es dans un bureau climatisé avec un ordi. Exactement. Ouais. Je vais boire de l'eau. Ça augmente la probabilité, c'est des stats. Ouais. Les femmes cadres meurent un peu plus du tabac et de l'alcool que les femmes employées. Oui. Oui, oui. Je vais jeter tous ces alcools à la fin du live. Mais en fait, le problème, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que j'essaie quand je sors de pas boire systématiquement de l'alcool, boire d'autres trucs et tout. Mais le problème, c'est que ce qu'on propose, c'est du sucre. Et le sucre, ça met en PLS, en fait, ton corps aussi. Du coup, ça me saoule. Parce qu'il n'y a rien à boire dans les bars, en fait, quand t'accompagnes tes potes. Ça saoule. Il y a un livre, ok. L'abominable secret du cancer. Courage, Joupsi, ouais, je sais, c'est difficile. Jus de fruits, les jus de fruits, ça dépend lesquels, il y a beaucoup de sucre dedans, aussi. J'aime pas l'eau gazeuse. Non, moi non plus, j'aime pas l'eau gazeuse. Perrier citron, bah vas-y, j'essaierai. De kombucha. Ouais. Le thé, mais en général, ça fait plus rire les gens que le soda, c'est clair. La limonade, bah c'est du sucre. Pareil, du coup, un demi de bière parfois. Et c'est ça, Marc. Exactement. C'est ça le problème. Ouais. Un soda sans sucre, je sais pas. Ginger beer. Oui, mais c'est du soda, c'est blindé de sucre. J'adore les ginger beer. C'est du soda au gingembre, c'est très bon. Mais c'est full sucre. Les cocktails sans alcool, ils sont souvent minables. Ouais, il y a certains bars, ça peut être sympa, mais ça dépend en vrai. Et ouais. L'alcool, surtout les bières, c'est du sucre. Hein. Ah oui, non, mais justement, je parlais d'autre chose que l'alcool. Essayez de trouver d'autres choses que l'alcool. Si je veux ni alcool ni sucre, je bois l'eau des toilettes. En vrai, moi aussi, je remplis ma gourde aux chiottes. Enfin, pas dans la cuvette, quoi, mais vous avez compris. Ah, du coup, je jure par le Perrier citron. Ouais, d'accord. Plus de 3 € le sachet de thé, ça augmente le risque cardiaque. Vous êtes les pires. Je vous le déconseille. Vous êtes les pires. Le sucre, c'est quand même moins malsain que l'alcool. Oui, mais en fait, je suis écœurée par le fait de constamment boire du sucre, en fait, quand je suis dans un bar. Ça m'écœure vite maintenant, le sucre, je sais pas pourquoi. Je pense que je dois faire une surdose. Mais bon, bref. Donc... On était là. Chenu mettait ainsi en évidence que les profils de différenciation de la mortalité selon les causes des décès sont les plus étroitement associés à la consommation d'alcool, alcoolisme, cirrhose du foie, et de tabac, sont assez différents des profils de différenciation des pratiques de consommation. Donc chez les femmes, ce sont les cadres supérieurs qui consomment le plus d'alcool et de tabac, et qui apparaissent ainsi, comme les homologues, des ouvriers de sexe masculin. Mais les taux de mortalité ne suivent pas la même courbe. Donc en termes de consommation, les personnes qui consomment le plus d'alcool et de tabac, c'est soit les femmes des classes supérieures, soit les hommes ouvriers.
Mais par contre, les hommes ouvriers continuent à mourir plus que les femmes des classes supérieures. C'est là qu'on voit qu'il y a un truc de classe qui se rajoute, en fait. Du fait de la complexité des liens entre consommation et mortalité, entre lesquels interviennent notamment l'écoute du corps et le recours aux soins, les conséquences de l'alcoolisation ne sont pas égales, ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, selon leurs origines sociales. La mortalité alcoolique des ouvrières non qualifiées est 6 fois celle des cadres. Ah ouais! Les ouvrières meurent toujours plus que les cadres. Et les ouvriers meurent toujours plus que les cadres. Oh là là. Quand tu diminues ta consommation de sucre, ton corps t'en demande moins. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. C'est pour ça que je dois saturer quand j'en bois plus. S'appuyant sur les travaux de Pierre Sureau et de Christophe Dejour, Alain Chenu avançait plusieurs facteurs qui renvoient tant à la position de classe, à l'activité professionnelle, qu'à des caractéristiques de genre, expliquant la surmortalité alcoolique des ouvriers. Il y a une prise de risque notamment sous la forme de consommation à dose toxique d'alcool et de tabac, mais il y a aussi chez les ouvriers une négligence des symptômes qui conduirait d'autres personnes à consulter un médecin. Les ouvriers sont dans une faible écoute du corps. Il ne faut pas s'écouter. Ils ont recours à des stimulants non pharmaceutiques qui peuvent permettre à court terme de tenir. Ouais, c'est ça. Les hommes ouvriers ont tendance à pousser leur corps à tenir le coup pour le travail, et du coup ça cache des symptômes en fait, ça masque des symptômes. Salut les Ilizards. Ça c'est parce qu'en fait on les broie dans le travail en fait. Une certaine identité masculine, celle qui correspond au mythe du sexe fort, est ainsi susceptible de fonctionner comme un piège. Le décalage entre l'image plus ou moins surhumaine du rôle à tenir et celle des moyens réels trop humains dont on dispose trouve une résolution provisoire dans des consommations qui ont à terme des effets destructeurs, mais qui peuvent constituer une réponse immédiatement opérante aux défis que posent les conditions d'existence difficiles. C'est ça. En fait, le fait de boire de l'alcool, là, ce qu'est en train de dire l'auteur, c'est que le fait de boire de l'alcool, ça te permet tout de suite de tenir dans des conditions d'existence difficiles. Donc c'est une solution provisoire qui crée des problèmes sur le long terme, mais qui te permet de tenir en fait à court terme. La conclusion de Chenu reposait essentiellement sur les caractéristiques de genre des consommateurs. L'identité virile telle qu'elle était à l'œuvre de manière dominante dans la société française du XIXe siècle jusqu'aux années 70 appelait le dépassement de soi dans la domination industrialisée de la nature, le respect d'un code chevaleresque de l'homme d'origine plus ancienne. L'identité féminine, elle, restait, jusqu'à la fin du baby-boom, marquée par une exaltation de l'envahissante fonction maternelle et de l'enfermement dans la sphère domestique. Il était possible alors de présenter la consommation alcoolique ouvrière comme un mode privilégié, mais coûteux en termes d'espérance de vie. C'était une gestion de l'écart entre expérience de l'exploitation et de la domination, et idéal de la toute-puissance virile. Alors, ils appellent ça un mode privilégié, je vous explique pourquoi. Parce que ça évitait l'aveu d'incapacité partielle, qui serait le fait d'aller voir des médecins. Tu maintiens ton privilège parce que tu vas pas voir les médecins, tu n'avoues pas que tu es en incapacité, et donc du coup tu vas consommer de l'alcool pour le dissimuler. Mais par contre, après, t'as un gros coup qui est réduction de l'espérance de vie. Donc ça te permet de tenir dans l'expérience de l'exploitation et de la domination au travail, mais et en plus ça te permet de maintenir un idéal masculin, viril, etc. Salut Laurie Rock. Cette analyse va être reprise par Druhl et Clément, qui renvoient plus explicitement peut-être à Bourdieu. Si le mode de vie des classes populaires placé sous le signe du présent et de la nécessité utilise les boissons alcoolisées pour tenir le coup ou pour égayer la vie, le mode de vie des classes aisées est marqué par la distance à la nécessité et par un usage désintéressé du temps et des biens. Le goût des professions libérales ou des cadres supérieurs constitue négativement le goût populaire comme un goût lourd, du gras, du grossier. Les goûts des professions libérales ou des cadres supérieurs s'orientent vers le léger, le fin, le raffiné. Abolition des freins économiques qui s'accompagnent du renforcement de censures sociales qui interdisent la grossièreté au profit de distinctions à la minceur. Le goût des nourritures rares et aristocratiques incline à une cuisine de tradition riche en produits chers ou rares. Donc il y aurait ce truc de tu n'irais pas dans l'abondance de la consommation d'alcool, mais tu irais dans le raffiné avec tu consommes des trucs de luxe mais moins cher, enfin en moins grande quantité quoi. Se bourrer la gueule, c'est pas bien vu quoi. Salut la chabotte.
Pierre Allache, s'appuyant sur Bellotti pour ses analyses sur la dimension symbolique de la domination masculine, insiste sur la question du rapport au corps, à la médecine et à la santé pour expliquer cette prévalence à la fois masculine et populaire. Le privilège masculin est aussi un piège. De sorte que les inégalités sociales de santé chez les hommes ne seraient peut-être pas tant ou pas seulement le résultat de différences naturelles, mais ni comportementales face au risque, mais c'est bien la traduction dans les corps des inégalités sociales structurelles. Donc c'est pas tant une question de corps humain ou de comportement que juste de structurellement, voilà comment fonctionnent nos sociétés et voilà ce qui est attendu des hommes et ce que ça va avoir comme impact sur leur vie. Une enquête plus récente tend à confirmer le maintien, voire l'accroissement de cet écart majeur entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Les écarts de mortalité les plus nets entre catégories sociales concernent les cancers des voies aérodigestives supérieures, donc la bouche, le pharynx, le larynx, l'œsophage, auxquels la consommation d'alcool est souvent liée. L'alcoolisme proprement dit, le cancer étant la première cause des écarts de mortalité entre catégories sociales et entre les sexes, tandis que l'alcoolisme connaît encore de plus forts écarts. L'alcool demeure l'un des déterminants majeurs des décès et des maladies évitables, qui creusent son sillon dans les inégalités de santé. Même si elle a fortement baissé depuis des années, environ de 40% parallèlement à la consommation, la mortalité liée à l'alcool agit encore comme un discriminant social et tuant 10 fois plus d'ouvriers et d'employés que de cadres supérieurs et de professions libérales. C'est ouf. Alors attendez. En gros, ils sont en train de dire que les gens meurent majoritairement du cancer avec la consommation d'alcool, mais aussi de trucs qui sont propres à l'alcoolisme. Mais que si on est juste sur l'alcoolisme et la consommation d'alcool, là, typiquement, ils disent que ça tue 10 fois plus d'ouvriers et d'employés que de cadres supérieurs. Pour les autres maladies, le rapport n'est que 3 fois plus. Donc vous voyez la différence? Même chose avec le jeu d'argent. Oui. Ouais. J'avais vu des trucs là-dessus aussi. Le rapport de 1 à 10 est encore aujourd'hui avancé. Les plus fortes disparités sociales de mortalité sont observées en France pour les causes liées à l'alcool. Quelles que soient les causes de décès, on constate une augmentation dans le temps au niveau de la surmortalité du groupe d'ouvriers employés par rapport au groupe cadres supérieurs et professions libérales. Donc en gros, ils sont en train de dire que, qu'importe la cause, les inégalités s'accroissent. Les explications avancées sont à peu près les mêmes que celles qui reprenaient Chenu pour expliquer l'écart le plus important dans l'espérance de vie entre les hommes ouvriers et les cadres supérieurs. Il y a 7 ans d'espérance de vie en moins quand t'es un homme ouvrier qu'un cadre. Les conditions de travail, les modes de vie, dont l'attention portée à la santé, le recours aux soins plus tardifs, la consommation d'alcool, dont une forte consommation, 5 verres de vin ou plus par jour, et le tabac. C'est ouf. C'est pas 13, bah peut-être que ça s'est creusé encore plus aujourd'hui, hein, c'est possible. Là, on était sur des études qui datent de 2010, 2012. Quand tu entends ces chiffres, ça rend malade la façon dont l'alcool est toléré, voire mise en avant en France par les pouvoirs publics. Non mais c'est ça. C'est ça. Et je suis désolée, mais on n'a pas ça avec le cannabis. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, oui, les gens consomment du cannabis, mais c'est quand même, il n'y a pas quand même le même traitement du tout, quoi. « 5 verres par jour en moyenne, ouais. Ou plus, hein, il y avait écrit. Ou plus. » Conclusion de l'étude. Les chiffres de la consommation et de la mortalité montrent que le lien qui associe l'alcool aux hommes persiste, au-delà des transformations observées dans la société. Si les hommes continuent de tirer davantage de bénéfices en usant de ce produit culturel, force est de constater néanmoins que ce privilège se paie d'un véritable coût sanitaire et humain. Ce coût différentiel est encore difficile à estimer du point de vue des catégories sociales. Comme le déplore le Haut Conseil de la Santé publique, les données sur la mortalité prématurée et l'espérance de vie sont disponibles, mais sont encore très insuffisantes. C'est pourquoi, pour évaluer le lien entre la mortalité alcoolique et les catégories sociales, les données sont souvent lacunaires, donc il manque de données en gros. Pourtant, les comparaisons internationales suggèrent qu'il y a un fort gradient social, ancien et persistant, concernant en particulier la mortalité alcoolique et notamment en France. Il y aurait un travail statistique original à faire pour affiner ces données,
ainsi que cela se fait dans les pays nordiques. Donc, en gros, ils disent qu'il faut compléter toutes ces données-là, quoi. La connaissance et le coût de la masculinité dans le boire alcoolisé ne pourra que bénéficier de ce meilleur éclairage sur les effets de l'appartenance sociale, des conditions de travail et aussi du rapport au corps, aux soins et à la médicalisation. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes ouvriers sont plus en danger, c'est appartenance sociale, conditions de travail, rapport au corps, aux soins et aux médecins. Ça fait beaucoup, hein. Franchement, ça fait beaucoup. On n'a pas assez d'études, ouais. Merci Simnico. Incroyable. On a fini pas de cravate qu'il faut me couper. La lecture pour 20 h, c'est exactement ce que je voulais. Merci énormément. Pas assez de ratons par ici. Merci énormément pour les subs offerts Simnico, c'est très gentil. Bravo. Attendez, je bois. Bravo pour la solidarité, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai mélangé ces 10 années de plus en bonne santé, c'était plus avant, et c'est plus que 6 pour l'espérance de vie. Ouais, 6 ou 7, on est quand même dans quelque chose qui va beaucoup bouger. Hein. En 10 ans, il n'y a eu qu'une année de différence, donc tu vois, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens ils me disent « Ouais, mais c'est vieux ton truc, ça date de 2010, machin. » Alors en vrai, ça bouge pas tant que ça. Hein. Entre-temps, le capitalisme n'a pas été renversé, le patriarcat non plus, donc on est quand même sur des échelles équivalentes, quoi. Merci Simnico. C'est ultra dur d'avoir des financements sur les effets de l'alcool, alors que pourtant c'est un souci réel. Non mais c'est dommage, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à savoir, quoi. Bon, et bien écoutez, je suis très contente d'avoir lu ça avec vous. J'espère que vous avez appris des trucs sur la consommation d'alcool. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on lise ensemble le truc sur la Martinique, là. La construction et les coûts de l'injonction à la virilité en Martinique. Je connais rien à la Martinique, du coup on va découvrir ça ensemble. Ça sera notre prochaine lecture qui sera jeudi prochain à 17 h. Merci Team Magnum pour les 7 mois de soutien. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Quoi? Je me réveille d'une sieste de 10 ans et vous me dites que ni le capitalisme ni le patriarcat n'ont été vaincus? Quoi? Merci Team Magnum. 7 mois là. Oh là là. Oh là là. C'est Finkelkraut qui le dit, c'est vrai. Il y a Finkelkraut qui dit l'inverse. Je reste sur ma fin de l'explication que c'est parce que l'ouvrier ne va pas chez le médecin à cause du taf. Mais non, mais c'est pas à cause du taf que les ouvriers vont pas chez le médecin. C'est parce qu'en fait, on n'apprend pas à vérifier les signaux de son corps quand l'idéal de ce que c'est qu'être un homme ouvrier, c'est tenir le coup. Ne pas écouter son corps. Ça va pas? Mais c'est pas grave, tu continues en fait, parce que t'as pas le choix, parce qu'il faut bouffer. Donc c'est ce qui fait que tu vas pas avoir tendance à aller chez le médecin. C'est pas une question de temps en fait. Les cadres sont plus en bonne santé à 70 que les ouvriers à 60. Ouais. Ah mais clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne et à revenir tous les jeudis à 17 h, enfin vers 17-18 h. En général plus 17 h 30. On fait des live lectures de sciences sociales. Et je me suis mis aux couilles sur la table grâce à toi. Ah, si vous connaissez pas les couilles sur la table, un podcast. Et ils ont un épisode sur la consommation d'alcool. Donc n'hésitez pas à taper les couilles sur la table sur Spotify ou sur Google et vous YouTube. Ils ont un truc sur YouTube. Et vous aurez accès du coup à un podcast qui parle du rapport au genre. Le cœur sur la table. Incroyable. Et vous aurez accès à tout ça. Voilà, n'hésitez pas. C'est super bien foutu. Kif Tara, c'est très bien aussi, ouais. Tu nous sauves du naufrage de France Inter. Je voulais demander qu'on te reverse ma redevance audiovisuelle. N'importe quoi. N'importe quoi. Après, moi, je veux bien hein, pour monter des trucs. Voilà, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, les gens, d'avoir suivi ce stream. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live lecture de sciences sociales. Jeudi prochain à 17 h. On parlera de la Martinique et des injonctions à la virilité en Martinique. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire ma valise. Parce que demain, je prends demain matin, assez tôt, un train pour aller à Strasbourg. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre mes aventures à Strasbourg. Voilà, il faut que je teste des jeux indépendants. J'ai pas fini de le faire. Et que on élise avec les autres jurés le grand gagnant de l'Indie Game Contest. Et rendez-vous au Shadok à Strasbourg pour celles et ceux qui sont intéressés. Et sinon, prochain live, lundi à 18 h. Il faudra qu'on finisse Life is Strange. Et il faut qu'on avance sur Zelda Breath of the Wild. Non, Zelda Skyward Sword. On a aussi Demon's Souls. Enfin bref.
Il y a plein de trucs à faire. Convoqué par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Merci Mélodias. Bon voyage au pays de la choucroute. J'espère que ça se passera bien à Strasbourg, mais du coup, je suis pas là parce que je suis à Strasbourg vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, vous voyez, c'est chaud en vrai. Je peux absolument pas streamer normalement. Enfin, je pense pas que j'aurai le temps parce que je passe quand même 4 heures dans le train. À l'aller, 4 heures dans le train, le retour. Bon, en vrai, je pensais que c'était plus long que ça. Ça va, mais bon. Merci beaucoup, Lucie, pour ton financement sur Stripe. Incroyable. N'oubliez pas le point d'exclamation soutien. Si ça vous intéresse, il y a le site web pour financer tous les trucs sur les sciences sociales. Merci Méliodas pour les 7 mois de soutien. T-Magnum pour les 7 mois. Simnico pour les subs offerts. Mathilde pour les 4 mois de soutien. Katsouye pour ton prime. Samax pour ton prime. Danny Briand 5 mois. Ploxy 9 mois. Asmatak 15 mois. Merci Nabanuki pour les subs offerts. Merci Renard Fauve pour les 8 mois de soutien. Toupix 15 mois. Alice 39 mois. Comet Leader 15 mois. Merci Chat pour... Merci 1312 pour le sub offert à Chat. Merci Kimosa pour les 8 mois de soutien. Matrichor 4 mois. Merci Powi pour les 8 mois. Paralec pour les 4 mois. Iso Baka pour les 3 mois. Romanini Nain pour les 15 mois. Optimes 13 mois. Vanillil 37 mois. The Doom Guy 51 mois. Et Noden pour les 14 mois. Je suis contente de finir ce live un peu plus tôt aujourd'hui. Ça va me permettre de tout préparer pour demain. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous, des bisous. Et bon week-end à Strasbourg. Merci Michel Sardouille pour les 6 mois de soutien. Nous, on est convoqué par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Et si les lectures de sciences sociales vous manquent pendant ce week-end, n'oubliez pas que je suis en train de poster les rediffusions. Et vous allez avoir les live lectures sur les vacances qui sont postées sur la chaîne Maudit VOD. Je vous ai mis le lien dans le chat. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Et au revoir! À bientôt sur les internets les gens. Au revoir. Merci d'être restés avec moi pour celles et ceux qui venaient des raids de Chaos et de Draconie. Merci! Merci Swarmine pour les 49 mois de soutien. Quand nous on est convoqué par la police, nous vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Merci beaucoup. Comme le nombre de centimètres en moins. Scandale. Non mais attendez, il y a Arnaud de sa mère qui est en train de boire un verre de vin. Et il y a écrit « En loge avant mon spectacle à Caluire et Cuire ». C'est littéralement à côté de Lyon. Il est en train de picoler sur son live en loge, avant son spectacle. Quelle histoire. Quelle histoire. C'est quoi ça? Bon bah, je vais pas vous envoyer là-bas parce que... parce que ça serait bizarre. Mais je vais vous envoyer sur la chaîne d'Osmosis. Voilà, les Osmosis que j'ai vu le week-end dernier avec qui j'ai picolé. C'est le goûter, puis après ça joue à Zelda. Je vous envoie là-bas. Je crois qu'il se passe un truc là-bas intéressant. Des bisous. C'est pas un vrai live, attendez. Oh là là, Fudeli qui nous dit c'est pas un vrai live. Bah attendez. Du coup, je vais pas envoyer chez Queenie. C'est pas grave. On parlait des poils de cul tout à l'heure et donc on a montré une vidéo de copain du web. Donc je vous envoie chez copain du web. Comme ça, vous pourrez lui parler de vos poils de cul. Il va kiffer, je pense. Allez, bon courage, hein. En plus, il y a les oiseaux maudits qui arrivent là. Parfait. Il y a une araignée chez copain du web. Ah oui, bah les arachnophobes fuient alors.